Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Si vous avez raté la première, n'oubliez pas d'aller la voir, c'est vraiment intéressant de les prendre dans l'ordre. Alors aujourd'hui avec Christian, Christian va vous parler toujours du SIBO, mais comment est-ce qu'on peut mettre en évidence par la clinique et par les analyses cette problématique. Bonjour Christian, je te laisse commencer. Bonjour Cédric. Alors effectivement, comme tu l'as dit, on est sur la deuxième vidéo de prérequis, donc pensez bien à d'abord regarder la première hein, pour bien comprendre la deuxième. Et là, on va vraiment s'attarder justement à la mise en évidence du SIBO et des différentes configurations hein, dont on a parlé lors de la première vidéo, hein, configuration hydrogène, méthane, hydrogène sulfureux. Alors tout d'abord, faire un petit rappel hein, sur les événements qui sont proposés, puisque ces vidéos sont en fait des prérequis pour les journées formation et les soirées table ronde qui auront Mmh. lieu, dès, janvier 2025, hein. Donc il y aura une première date, on commence par, la Belgique, en janvier et puis après on enchaîne donc, en France et donc, voilà, je vous invite à venir et aux journées et aux soirées. Donc on va commencer par revenir un petit peu, sur ce qu'on avait, on avait lors de la première vidéo un peu parlé également des symptômes. Là, je vais y revenir de manière un peu plus détaillée sur, les symptômes que peuvent avoir les gens qui ont un SIBO, un IMO ou un ISO. Donc concernant le, SIBO hydrogène, on avait dit effectivement que les principaux symptômes étaient donc des ballonnements, des gaz, éventuellement des troubles du transit, ça peut être de la constipation et ou des diarrhées, ou pas de troubles du transit, hein, ça arrive aussi. Il y a souvent voilà, des problématiques de douleur, crampes abdominales, ventre gonflé, très souvent, ventre de femme enceinte, nausées, reflux, etc. Par rapport au SIBO, ce qui peut nous aider aussi finalement à le différencier d'une simple, on va dire, dysbiose de fermentation colique, c'est aussi les symptômes, c'est-à-dire la vitesse d'apparition des symptômes. Quand vous avez un SIBO, c'est dans l'intestin grêle, les symptômes et les ballonnements ont quand même tendance à arriver rapidement après le repas, hein. Ça arrive de 30 minutes à moins de 2 heures, hein. Si vous mangez à midi et que vous ballonnez 5 heures après, c'est peut-être plus un problème localisé au niveau du côlon, hein. On peut avoir un excès de fermentation dans le côlon également, hein, on appellerait ça un LIBO, hein. Donc voilà, quand vous avez des gens qui ont des symptômes quand même qui arrivent assez rapidement, des ballonnements, des gaz, voilà, tous ces symptômes-là, vous pouvez vous dire, bon, bah, si ça arrive rapidement, il y a peut-être quand même des chances que ça soit un SIBO. Concernant l'IMO, le symptôme principal, c'est la constipation, ça il faut vraiment le retenir. La pullulation d'archéméthanogène est très reliée à la constipation. On retrouve aussi, comme j'ai dit auparavant, des plaintes de nausées. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les personnes qui ont un IMO, notamment lorsque c'est une pullulation d'arc méthanogène dans le côlon et que c'est pas associé, à un SIBO, les personnes qui ont un IMO sont généralement un peu moins réactifs que les patients SIBO. Ils peuvent manger, par exemple, plus d'aliments FODMAP, hein. On a des personnes OK, sont très constipées, mais sont quand même moins réactives, sauf effectivement dans les cas, comme je dis, c'est associé à un SIBO. S'il y a un SIBO, qui est associé à un IMO, ben, vous aurez quand même les symptômes qui apparaissent assez rapidement, des symptômes plus importants, que des gens qui auraient une pullulation d'archéméthanogène juste localisée dans le côlon. Donc rappelez-vous que cette pullulation d'archéméthanogène peut être dans l'intestin grêle ou dans le côlon. Si elle est localisée dans l'intestin grêle, elle est bien souvent associée à un SIBO et donc à beaucoup plus de symptômes. Dans l'ISO, j'ai un peu plus élargi là dans le détail les symptômes qui peuvent être ressentis. Donc, savoir que dans le cadre de l'ISO, la plupart des ISO sont en fait des LIBO H2S, hein. Le SIBO H2S est un petit peu moins fréquent. En tout cas, le SIBO H2S donne souvent des symptômes bien plus importants que le LIBO H2S et le SIBO H2S est très relié à des diarrhées, notamment en caractère d'urgence des diarrhées, beaucoup de douleurs intestinales également. Euh, la particularité de l'ISO, de manière générale, c'est qu'on a beaucoup aussi de symptômes extra-digestifs, notamment la fatigue chronique, fibromyalgie, etc. Donc, en plus des symptômes digestifs que peuvent ressentir les personnes,
on a donc tous ces symptômes-là, comme une forte altération de l'état général, hein, particulièrement chez les gens qui ont un SIBO H2S. On peut avoir vraiment des gens qui sont vraiment dans des états vraiment déplorables, hein, qui ont perdu beaucoup de poids, qui sont extrêmement épuisés, qui ont des troubles neuraux également très importants. Ils peuvent avoir des sensations d'empoisonnement des fois, dues à l'H2S en excès. Il peut y avoir des paresthésies dans les membres, une sorte de fourmillement, une fatigue très importante, des symptômes cardiovasculaires également. Ça peut être la bradycardie, donc le cœur qui bat trop lentement, des hypotensions, puisque l'H2S est aussi on appelle ça un gazotransmetteur, un peu comme le NO. Heu, il va avoir des rôles physiologiques, donc en petite quantité, il est bénéfique. D'ailleurs, on a besoin d'H2S, mais en trop forte quantité, ça peut provoquer quand même des symptômes invalidants, des problèmes de chute de tension, ça arrive. Les gens qui ont un ISO sont souvent aussi très intolérants à l'alcool, hein, parce que ça va rajouter de l'irritation sur déjà une muqueuse intestinale qui est très enflammée par l'H2S. Les personnes sont aussi souvent très réactives au soufré, hein, viande rouge, œufs, ail, poireaux, les radis, les sulfites qu'on peut retrouver comme conservateurs, hein. Pas que dans le vin, on en a dans les produits sous vide également. Donc c'est des gens qui vont très réagir au soufré, ce qui est logique puisqu'il faut pour faire de l'H2S, il faut un apport de molécules soufrées. Donc que ce soit des acides aminés soufrés ou des décomposés soufrés, qu'on peut trouver, dans l'ail par exemple, de la lysine, ça peut être voilà, des sulfites, des sulfates également. Donc c'est normal chez une personne qui a un ISO qu'elle réagisse plus ou moins fortement aux produits soufrés. Il peut y avoir des problèmes de sueur nocturne également, photophobie, sensibilité au bruit accru, douleurs neuropathiques, fibromyalgie, hein, chez les gens qui ont un ISO. Problème de vessie douloureuse aussi, des gens qui ont l'impression tout le temps avoir une cystite en fait. Donc ça peut être dû à l'H2S en excès. Et rappelez-vous aussi que voilà, l'H2S c'est très hautement inflammatoire, hein, et les conséquences sur la muqueuse de l'intestin grêle sont importantes, hein. Il y a des conséquences beaucoup plus importantes, quand on a un SIBO H2S que quand on a un SIBO hydrogène souvent. Beaucoup plus de douleur également ressentie, chez ces gens-là. Bon, on voit déjà que sur les symptômes, on peut déjà un petit peu des fois s'orienter sur des configurations. Bien évidemment, quand la personne combine plusieurs configurations, c'est là où ça commence à être un petit peu plus compliqué puisque, dans ce cas-là, si la personne a un IMO à cibohydrogène, qu'est-ce qui se passe? Il y a plutôt une alternance constipation-diarrhée, possiblement, ou plus des diarrhées, plus de la constipation. Donc, voilà, quand il y a des cumuls de configurations, c'est des fois un petit peu plus compliqué à à se dire, via les symptômes, à réussir précisément à identifier le problème. Donc on va parler de la mise en évidence du SIBO. Donc pour mettre en évidence le SIBO, bon, l'étape 1, c'est l'anamnèse, la clinique, les symptômes. Donc essayer de rechercher aussi dans l'historique de la personne. Est-ce qu'elle a eu une intoxication alimentaire, par exemple? Est-ce qu'elle a un historique de forte prise d'antibiotiques? Voilà, comment ces problèmes sont arrivés? Donc ça, c'est important, hein, c'est la première étape. Et une fois que vous avez déjà fait cette étape-là, que vous avez les antécédents de la personne, la clinique, les symptômes, vous dites: «OK, bon, je suspecte, chez elle un ISO, je suspecte chez elle un SIBO, donc qu'est-ce qu'on fait ensuite?» Alors, il y a, 2 tests, hein, on va dire, qui existent, hein. Il y a, l'aspiration du fluide, duodéno-jéjunal, mais ça, ce n'est pas fait en routine, hein. C'est en pratique courante, on ne le fait pas trop, on le fait plutôt dans le cadre de la recherche médicale. C'est quelque chose évidemment qui est un peu invasif, hein. Il faut endormir la personne, voilà, il faut insérer, une sonde particulière. D'ailleurs, tous les hôpitaux n'ont pas la possibilité de bien le faire, hein. C'est-à-dire d'avoir une sorte de en fait, de double sonde et il ne faut pas contaminer avec la flore oropharyngée, hein. Sinon, ça peut être un peu problématique. Donc il y a quand même toute une technique, un équipement à avoir pour faire cette aspiration de fluide duodéno-jéjunal. En tout cas, de manière, on va dire routinière, le diagnostic du SIBO, hein, dans un CHU, dans les hôpitaux où on va voir que c'est possible aussi de le faire à domicile, c'est fait grâce à un test respiratoire. Donc on mesure les gaz expirés et c'est un test qui peut être fait avec le glucose ou le lactulose. C'est les 2 tests là, à l'heure actuelle, qui ont été, validés pour la mise en évidence, du SIBO. Donc on va voir, comment on peut s'orienter, par l'anamnèse et la clinique justement. Hem, donc par rapport au comment on peut suspecter un SIBO chez quelqu'un, c'est notamment via les antécédents et certaines conditions médicales.
Alors évidemment, quand vous avez quelqu'un qui a été diagnostiqué syndrome d'intestin irritable, ça augmente les chances qu'elle ait un SIBO puisque, le SIBO est une cause de syndrome d'intestin irritable. Alors tous les syndromes d'intestin irritable ne sont pas des SIBO, mais il y en a quand même un certain nombre, au moins un tiers, d'après la littérature. Donc déjà, quelqu'un qui a un syndrome d'intestin irritable, pensez au SIBO. Une personne qui a un antécédent d'intoxication alimentaire et qui a développé des troubles qui vous font passer au SIBO quelques semaines ou mois après une intoxication alimentaire, là aussi, ça renforce l'idée qu'il y a un SIBO. Un Suite à l'intoxication alimentaire, le développement de troubles digestifs, voilà, vous avez quand même beaucoup de chance, surtout si la personne, voilà, elle se plaint de symptômes typiques, de ballonnement, de ventre gonflé et cetera. Vous avez quand même beaucoup de chances qu'il s'agisse d'un SIBO. C'est vraiment l'intoxication alimentaire, ça renforce énormément, le risque que la personne ait cette problématique-là. C'est des antécédents de chirurgie digestive également. Si les problèmes digestifs sont apparus après, une résection, par exemple, de l'intestin grêle ou du côlon, une opération comme un retrait de la vésicule biliaire, ou voilà, toute opération qui est au niveau de la sphère digestive. Si la personne a un diagnostic de fibromyalgie, la présence d'une cystite interstitielle, une hypothyroïdie, maladie d'Hashimoto, un syndrome d'Ehlers-Danlos, si la personne a de l'acné rosacée, elle prend des médicaments au long terme, comme des IPP ou des opioïdes, ou alors qu'elle a une maladie neurologique, exemple Parkinson, et bien évidemment qu'elle se plaint de troubles digestifs. Voilà, posez-vous la question, il y a une possibilité qu'il y ait un SIBO. Il y a un lien d'ailleurs, il y a plein d'études qui montrent un lien entre l'acné rosacée et le SIBO d'ailleurs. Alors c'est pas parce que quelqu'un a de l'acné rosacée qu'elle a forcément un SIBO, mais si elle a des symptômes évoquant le SIBO, qu'en plus elle a de l'acné rosacée, qu'en plus, imaginons que, elle a une hypothyroïdie, une maladie d'Hashimoto, qu'elle a été diagnostiquée fibromyalgique, qu'en plus elle prend des IPP, ben voilà, quand vous cumulez un certain nombre de choses, ça renforce encore plus, le fait qu'elle puisse avoir un SIBO. Donc toutes les conditions listées en fait ne suffisent pas à elles seules pour suspecter un SIBO, bien évidemment. Mais voilà, si vous avez des symptômes évocateurs de la présence de SIBO et que vous avez le cumul de plusieurs conditions ou d'antécédents, ça permet de renforcer la piste. Également, pensez-y chez les gens qui ont la maladie cœliaque et qui, malgré l'éviction du gluten, ont une persistance de symptômes digestifs. Alors, vous voyez, on a une étude qui a montré qu'il y avait une forte prévalence de SIBO chez les gens qui avaient la maladie cœliaque et qui avaient encore des troubles digestifs après l'arrêt du gluten. Dans cette étude, sur les 15 patients cœliaques avec persistance des symptômes post-éviction de gluten, il y avait 66% qui avaient un SIBO. Donc ça, passez-y vraiment. Là, je vais vous mettre des éléments généraux évoquant un SIBO ou un IMO. Une personne qui va dire que la prise d'antibiotiques, des fois pour une autre problématique, vous avez une personne qui a des troubles digestifs, qui ballonne, qui a des douleurs intestinales, des troubles du transit, et vous dit, bah voilà, je fais souvent des infections ORL, je dois souvent prendre des antibiotiques. À chaque fois que je prends un antibio, mes symptômes digestifs vont mieux, et puis ça revient. Donc déjà, voilà, si vous avez des symptômes digestifs soulagés par la prise d'antibiotiques, à chaque fois, il y a peut-être une histoire de population bactérienne derrière. La personne qui se plaint que quand elle prend des probiotiques ou des prébiotiques, donc probiotiques sont les bactéries et les prébiotiques, ce sont la nourriture des bactéries, si vous voulez, donc ce sont des fibres. Donc quand elle prend des probiotiques ou des prébiotiques, ça aggrave les symptômes. Là aussi, ça renforce l'idée, peut-être, possibilité qu'il y ait un SIBO. Alors attention, parce que ça, j'ai bien mis en orange et la prise de la plupart, j'ai bien mis parce qu'il y a des probiotiques, il y a des souches qui ont été validées pour le SIBO ou pour l'IMO et qui sont très utiles et qui aident les gens justement par exemple, il y a des souches de probiotiques qui aident à diminuer le méthane, il y a des souches de probiotiques qui vont aider sur certains symptômes, voire il y a des souches probiotiques qui peuvent avoir des effets prokinétiques. Donc attention à cette idée qu'on ne pourrait pas utiliser les probiotiques dans le cadre du SIBO. C'est juste que quand on utilise souvent des mélanges de souches et des souches non adaptées, oui, on a souvent une aggravation des symptômes. Alors quand on les sélectionne bien, via les publications, on arrive au contraire à pouvoir aider les gens. Mais voilà, de manière générale, quelqu'un qui prend des probiotiques et des prébiotiques qui a une aggravation de ses symptômes et qui est soulagé par les antibiotiques, voilà, il y a des chances que ça puisse être un SIBO. Pareil, la personne vous dit quand je mange plus de fibres, ça aggrave ma constipation.
peut paraître pas logique. On vous dit, si vous êtes constipé, vous mangez pas assez de fibres. Et on vous conseille souvent de manger plus de fibres pour aider la constipation. Si vous avez un IMO, plus de fibres, plus de fermentation, plus d'hydrogène, potentiellement plus de méthane. Donc, vous pouvez avoir une aggravation de la constipation par la consommation de fibres. Quand vous avez les ballonnements, les gènes digestifs qui arrivent rapidement après les repas aussi, le fait que ça arrive rapidement, vous pouvez penser que ça se situe dans l'intestin grêle. Une personne qui vous dit « quand je mange sain, ça aggrave les symptômes », quand je mange des fruits, des légumes, des légumineuses, en gros, quand je mange des FODMAP, j'ai encore plus de symptômes. Le ventre de femme enceinte aussi, ça, ce côté-là, ventre de femme enceinte, ventre qui gonfle, et surtout rapidement après l'ingestion de nourriture, ça oriente aussi vers un SIBO. Quand on a des ballonnements très importants, des symptômes permanents, puisqu'on ont tendance à augmenter au fil de la journée, on les voit beaucoup chez les gens qui ont des SIBO. Des fois, ils se lèvent le matin, on s'attend déjà le ventre gonflé, mais des fois ça va, et puis ils commencent à manger, ça commence à s'empirer, et après chaque repas, et le soir c'est encore pire, dans le ventre encore plus gonflé, encore plus de symptômes. On a des fois cet effet aussi de gradation. Alors, encore une fois, ce sont des éléments qui permettent de renforcer, hein. Tout le monde, même avec un IMO, ne va pas avoir forcément la constipation aggravée par les fibres. Il y a le ventre de femme enceinte n'est pas 100 % du temps présent, mais voilà, ce sont des choses qui vous renforcent, qui permettent de vous orienter et de vous dire, si j'ai ça, plus ça, plus ça, plus ça, OK, j'ai beaucoup d'éléments, je suspecte fortement un SIBO, donc je vais orienter ma patiente et lui dire: «Il faudrait vraiment que vous fassiez un test respiratoire, parce qu'au vu de tous ces éléments-là, il y a des chances que vous ayez un SIBO». Donc, on va parler des limites de la clinique, hein. Là, je vous ai présenté comment, avec les antécédents de la clinique, ça permet de nous orienter, mais il y a quand même des limites. Je vais vous expliquer pourquoi il est peu judicieux de se fier uniquement à la clinique, hein. Test, don't guess, hein. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ça veut dire tester, ne devinez pas. Euh, En fait, parce que déjà, il y a une hétérogénéité des symptômes chez les patients avec un SIBO. Donc, vous ne pouvez pas dire, quand on a le SIBO, on a obligatoirement des diarrhées, on a obligatoirement des douleurs, on a obligatoirement ça. Il y a vraiment une hétérogénéité des symptômes chez les patients. Il y a des patients qui ont peu de symptômes, des patients qui ont beaucoup de symptômes. Des fois, il y a plus de symptômes extra-digestifs que digestifs, ça peut arriver aussi. Donc, c'est compliqué de se fier uniquement aux symptômes pour dire c'est un SIBO. Donc ça c'est clair. En plus, lors de la première vidéo, j'ai abordé un point qui est que, potentiellement, la différence des symptômes entre les différents SIBO peut aussi être due à la pullulation de plus telle ou telle bactérie. Si on a plus de certaines E. coli ou plus de certaines Klebsiella, il se peut que, ça explique aussi la différence des symptômes. Pourquoi il y en a qui ressentent plus de douleurs intestinales, pourquoi il y en a qui ont plus de diarrhée ou de gaz. Donc ça dépend aussi des types de protéobactéries qui peuvent pulluler. Donc chacun a un peu son SIBO avec ses symptômes. Plusieurs affections peuvent provoquer en fait des symptômes proches du SIBO. Ça, il faut le savoir. Donc, si vous ne faites pas de test, vous pouvez dire sur la base des symptômes, je suis sûr que c'est un SIBO, ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir, qui donne exactement les mêmes symptômes. Il y a vraiment une liste très importante, là elle n'est pas exhaustive, hein. Il y a une liste de 40 ou une quarantaine, une cinquantaine de conditions différentes qui peuvent donner des symptômes similaires au SIBO. D'ailleurs, dans les affections que je mentionne ici, certaines peuvent amener au développement d'un SIBO dans certains cas, mais les symptômes provoqués par l'infection en elle-même peuvent donner des symptômes similaires au SIBO. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez un SIFO, ça n'amène pas forcément systématiquement au développement d'un SIBO, mais ça peut vous donner des symptômes similaires au SIBO. Par contre, si je prends le syndrome d'activation mastocytaire, surtout s'il est important, ça peut vous donner des symptômes similaires au SIBO, mais aussi, quand il est important, ce syndrome d'activation mastocytaire, ça peut perturber beaucoup la physiologie digestive et vous amener au développement d'un SIBO. Donc des fois, c'est pour ça que quand on se débarrasse du SIBO, on peut des fois avoir des persistances de symptômes et elles sont dues en fait à la cause qui est toujours là et ça peut faire que malgré un test respiratoire négatif, vous avez la personne qui se plaint encore de vos troubles. Et là, des fois, vous vous sentez bien embêté, vous dites: «Bah oui, il n'y a plus de SIBO pourtant, pourquoi elle a encore les mêmes symptômes ?» Elle a sûrement autre chose derrière. Elle peut avoir un SIFO associé au SIBO ou alors elle peut, en fait, la cause de son SIBO n'est pas régulée, n'a pas été prise en charge ou est difficilement régulable et donc du coup, elle a une persistance de symptômes et en plus, elle est à risque de rechuter, de refaire un SIBO derrière.
Donc je vais vous parler de certaines affections qui peuvent amener des symptômes proches au SIBO. Bon, certaines affections parasitaires, le SIFO, qui est la population fongique de l'intestin grêle, des malabsorptions de sucre, hein, par exemple l'absorption de fructose peut provoquer des symptômes proches du SIBO, les insuffisances biliaires, la gastroparésie également, la maladie cœliaque, les MICI. Donc faire attention aussi, c'est pas parce que vous avez un patient qui est positif au SIBO, un test respiratoire positif, qu'il ne peut pas avoir autre chose derrière. Donc pensez que c'est pas impossible qu'il ait aussi une MICI associée. Donc c'est aussi important que si le patient n'a jamais vu le gastro-entérologue, hein, juste un fait des fois d'eux-mêmes, hein, les patients ils cherchent, ils ne comprennent pas ce qu'ils ont. On n'a des fois pas fait toutes les recherches nécessaires, ou ils ne sont pas allés voir un gastro-entérologue et du coup ils s'auto-diagnostiquent SIBO ou autre chose. Alors peut-être qu'ils en ont un, mais peut-être aussi qu'il y a autre chose derrière de plus grave. Donc c'est important d'avoir éliminé tout le reste. L'histaminose, hein, les problèmes d'intolérance à l'histamine peuvent donner des symptômes digestifs, hein, type diarrhée, de gaz, de distension abdominale, comme le syndrome d'activation mastocytaire. Vous avez aussi des syndromes de compression vasculaire, comme le syndrome de Wilkie, hein, ça c'est une compression du duodénum. Et donc du coup, ces syndromes de compression vasculaire, en fait, peuvent provoquer des problèmes. Les gens qui ont le syndrome de Wilkie peuvent avoir des douleurs très rapides après les repas, des nausées, des vomissements, des ballonnements. Donc voilà, il y a des gens qui peuvent avoir le SIBO dans les syndromes de compression vasculaire, mais il y a des gens, on pense qu'ils ont le SIBO, en fait, ils ont ces problématiques-là. Donc il faut vraiment faire attention de bien éliminer aussi d'autres choses. Sans test également, quand vous ne faites pas de test, vous basez sur la clinique, c'est impossible d'avoir une idée en fait de l'importance de la population bactérienne, hein, ni de savoir si la personne cumule plusieurs configurations. Par exemple, un SIBO plus un IMO. Si vous avez une personne qui a juste des ballonnements, des diarrhées et mal au ventre, il n'y a pas de constipation. Comment vous pouvez deviner s'il n'y a pas un IMO qui se cache derrière aussi? Donc c'est pour ça que se baser juste sur les symptômes, c'est très compliqué et vous pouvez passer à côté de la configuration. Vous pouvez suspecter un IMO parce qu'elle est constipée et en fait, elle a un SIBO et elle est constipée pour une autre raison. Donc voilà, c'est très important dans les tests respiratoires, d'autant plus que c'est important, comme je dis, d'avoir une idée de l'importance de la pullulation. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir 100 ppm d'hydrogène et avoir peu de symptômes digestifs, et d'autres qui ont 20 ou 25 ppm et ils sont pliés en deux, ils ont des diarrhées du matin au soir. Donc en plus, la gravité des symptômes n'est pas forcément liée à la quantité de gaz expiré. Théoriquement oui, mais en pratique, ce n'est pas tout le temps le cas. Et donc, c'est important aussi d'avoir une idée de la quantité, de la gravité entre guillemets du SIBO, puisque vous savez que par rapport au traitement, donc ça c'est des choses dont on parlera lors des journées formation et des soirées formation qui vont être organisées par Nutrilogique, c'est par rapport au traitement, donc il y a plusieurs approches. Mais en tout cas, pour diminuer la quantité de bactéries, par exemple, on va utiliser, il peut y avoir des utilisations d'antibiotiques, mais après il y a beaucoup de plantes antimicrobiennes naturelles qui fonctionnent très bien, ça a été aussi validé par quelques études. On avait une efficacité similaire aux antibiotiques. Des fois, c'est les antibiotiques qui marchent mieux chez les patients, des fois, c'est les plantes antimicrobiennes, des fois, c'est l'inverse. Donc, vraiment, chaque cas est différent. Mais en tout cas, pour avoir une idée de combien de temps il faut faire des cycles d'antimicrobiens, que ce soit des antibiotiques ou des antimicrobiens naturels, mais il faut avoir un peu une idée de l'intensité de la pullulation. Vous savez que si quelqu'un a 100 ppm, il lui faudra potentiellement 4 à 5 cures d'antimicrobiens naturels espacées. Alors, si quelqu'un n'a que 20 ou 25 ppm d'hydrogène, peut-être qu'une ou deux cures suffira. Donc c'est aussi important de pouvoir tester au départ, pouvoir retester à un moment donné pour voir si ce que vous faites est efficace, parce que des fois le patient peut avoir une réduction des symptômes, mais pas si importante que ça. Pourtant, vous voyez que ce que vous mettez en place a l'air d'être quand même efficace, ou alors si ce n'est pas efficace, il faut changer ce que vous utilisez. Donc vraiment, les tests sont très importants pour toutes ces raisons, et la clinique seule est insuffisante. Pour conclure. Je renforce un peu là ce que je viens de vous dire avec cette étude-là. C'est une étude encore du docteur Pimentel. On l'a beaucoup cité, mais c'est lui qui fait aussi beaucoup d'études sur ce domaine-là. Et là, c'est très intéressant, puisque là, vous voyez clairement que c'est compliqué de se fier juste à la clinique. Dans cette étude-là, chez les patients qui avaient un SIBO ou un IMO, du moins qu'il y avait, voilà, là on a les patients qui ont de l'hydrogène seulement dans les gaz expirés, là qui ont de l'hydrogène du méthane, et ici qui ont juste du méthane, tout à droite. Donc on voit bien
Ils ont montré que 100% des patients positifs au méthane présentaient de la constipation. Donc voilà, le méthane, c'est fortement relié de la constipation, ça c'est clair. Ceux qui avaient en fait du méthane et de l'hydrogène, 50% présentaient de la... Pardon, ceux qui avaient... Oui, c'est ça, méthane et hydrogène, on avait en fait plus de 50% qui étaient constipés, mais il y en a aussi qui avaient de la diarrhée. Et puis, ceux qui étaient positifs uniquement à l'hydrogène, il y en avait en gros 37% qui avaient de la constipation. Donc en fait, il y en a presque, quand on est positif à l'hydrogène, il y a presque, voilà, on peut presque dire moitié-moitié, quoi. En fait, on a un test positif à l'hydrogène n'est pas associé à un profil spécifique. Les symptômes tels que la constipation et les diarrhées sont observés quasiment de manière équivalente. Donc là, ben, c'est un petit peu compliqué puisque je vous ai dit soit que la constipation était très reliée au méthane, mais vous voyez que des gens qui n'émettent pas de méthane à la test respiratoire et qui ont un SIBO, hydrogène, peuvent être aussi constipés. Donc là, vous voyez vite que sur la clinique, ça commence à être difficile de pouvoir conclure uniquement sur les symptômes. Mais d'une manière générale, retenez quand même que la constipation est très reliée à la présence de méthane et l'hydrogène sulfureux, surtout quand c'est un SIBO-H2S, très relié à la diarrhée. Ça, on en est d'accord. L'hydrogène, c'est un petit peu plus compliqué sur le profil du transit, du moins. Donc, mettre en évidence le SIBO, on va parler du coup des tests respiratoires, puisque ce sont les tests qui ont été validés, ce sont les tests qui sont utilisés à l'heure actuelle pour mettre en évidence le SIBO et l'IMO. Donc, comment ça marche le test respiratoire? Donc, on va vous donner en fait un sucre, glucose ou lactulose. Donc là, grosse différence entre le glucose et la lactulose qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que le glucose est un sucre absorbable, d'accord? Il va être absorbé au niveau de l'intestin grêle. Et le lactulose est un sucre non absorbable, c'est-à-dire qu'il va transiter dans tout l'intestin grêle et atteindre le côlon. Et ça, c'est très important de le savoir parce que cette notion conditionne l'interprétation des tests. Si sur un test lactulose, vous avez une montée d'hydrogène tardif, attention, une montée d'hydrogène dans un test au lactulose, ce n'est pas forcément un SIBO. Votre substrat va passer à un moment donné dans le côlon. Si après un certain temps, puisqu'on analyse en fait le test selon une cinétique, et on considère, bon, je vais simplifier, qu'après 120 minutes, les gaz qu'on voit apparaître, il y a des grandes chances que ce soit des gaz de fermentation du côlon. Donc attention quand vous analysez les tests à ne pas dire à une personne qu'elle a un SIBO, alors que en fait, ce sont des fermentations coliques. Donc une montée d'hydrogène à un moment donné, elle est attendue dans le test au lactulose, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut bien analyser selon la cinétique. Il y a un temps qui correspond au transit dans l'intestin grêle et il y a un temps qui correspond à l'arrivée du substrat dans le côlon pour le lactulose. Voilà. Donc ce sucre qui est administré, que ce soit glucose ou lactulose, on va être fermenté par les bactéries. On dit bien par les bactéries, puisque les archées méthanogènes ne réagissent pas directement au substrat. Elles ne vont pas fermenter directement le substrat qu'on donne. Elles vont utiliser l'hydrogène produit par les bactéries. D'accord? Pour faire le méthane. Donc ça, c'est important. Les méthanogènes ne réagissent pas directement au substrat donné. C'est parce qu'il y a des bactéries qui l'utilisent et qui produisent de l'hydrogène que derrière, il y a du méthane. Donc on va mesurer les gaz émis, hydrogène, méthane, qui passent dans le sang en fait. Ils sont au niveau digestif, ils vont passer dans le sang et une fois dans le sang, ils vont être retrouvés dans l'air expiré, parce que tous les gaz du sang vont être éliminés par les poumons dans l'air expiré, d'accord? Donc le CO2 est aussi mesuré, on parle de 3 gaz, il y a l'hydrogène, le méthane. Je reviendrai après sur l'hydrogène sulfureux qui à l'heure actuelle, à la date là où on fait la vidéo, c'est pas encore dosé en France par des laboratoires ni dans des CHU, et cetera, mais ça va venir assez rapidement en tout cas. Mais sinon, voilà, il faut que dans les résultats, qu'il y ait toujours les 3 gaz qui sont l'hydrogène, le méthane et le CO2. Alors le CO2, en fait, lui, il est mesuré, il sert de contrôle. Ça sert à vérifier l'intégrité du tube de prélèvement, si vous voulez, que le patient a bien soufflé, parce que le CO2 doit être supérieur à 1,5%. Si on ne détecte pas de CO2, c'est à 0%, bah, c'est qu'a priori, le patient n'a pas bien soufflé ou le tube est cassé, puisque quand vous soufflez, bah, vous expirez du CO2, et donc du coup, ça nous sert vraiment de marqueur de contrôle. Si vous n'avez pas le CO2, bah, c'est embêtant. Bon, normalement, tous les laboratoires le vérifient, même si vous ne donnent pas la donnée, ils vérifient
que le CO2 est OK, mais c'est quand même bien d'avoir, lors des résultats des tests, c'est important d'avoir le CO2. Ça vous permet, vous, de valider que il y a bien eu, le patient a bien soufflé dans le tube ou que le tube est intact. Parce que c'est des tests qu'on peut faire à domicile, hein. Quand je parle de tube intact, c'est que lors du transport, il n'a pas été cassé, par exemple. Pour le lactulose, on effectue, comme pour le glucose, 10 mesures. Pour le lactulose, on va jusqu'à 180 minutes, c'est-à-dire 3 heures de test. Ça, c'est important. Un test au lactulose ne doit pas durer que 120 minutes, hein. Alors, autant pour le glucose, on s'arrête à 120 minutes, pour la raison qui est que le glucose est un sucre absorbable. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'aller au-delà de 120 minutes. Donc, c'est pour ça que la plupart des tests au glucose, c'est 120 minutes. Et le test au lactulose doit durer absolument 180 minutes. D'accord? Ça, c'est très important. Un test au lactulose qui dure que 120 minutes, c'est pas bon. Il est incomplet et l'interprétation risque d'être potentiellement fausse ou difficile. Ensuite, ces gaz, en fait, si vous voulez, ils vont être mesurés, hein, par un appareil. Donc, ce sont des analyseurs de gaz. Les plus connus, c'est Quintron. On a aussi d'autres appareils de mesure comme Laborie, voilà. Mais voilà, ceux qui sont le plus présents sur le marché, c'est vraiment les appareils Quintron. Et donc, grâce à l'analyse on va faire l'analyse de ces différents gaz et on vous donne une courbe, hein, avec les différents temps de mesure. Vous avez les 10 mesures ici. On vous donne l'hydrogène, le méthane et puis le CO2. Donc, vous avez des courbes, hein, comme ça qui vous permettent, voilà, d'interpréter les gaz expirés. Il y a possibilité de réaliser des tests respiratoires à domicile, hein, faut savoir, hein, sans ordonnance. Il y a des laboratoires, hein, comme Cibola, mais c'est un laboratoire allemand, comme Ibiot en France. Voilà, vous avez d'autres aussi laboratoires, des laboratoires qui d'ailleurs vont se mettre bientôt à proposer ici des tests respiratoires. Donc, il y a une possibilité, en tout cas, sachez, d'avoir des laboratoires qui envoient des tests pour le patient à domicile, que ce soit au glucose ou au lactulose. Certains laboratoires ne proposent que le lactulose, d'ailleurs. Vous comprendrez pourquoi après on a tendance à privilégier le lactulose, notamment les Américains. En France, c'est un petit peu différent, mais en tout cas, les Américains préconisent plutôt un premier test au lactulose plutôt qu'au glucose. Donc là, c'est un petit zoom sur le test TrioSmart. Alors, je vous en parle quand même si à l'heure actuelle, il n'est pas disponible en France, il est uniquement disponible aux USA et en Australie. C'est un test donc du coup qui a été développé, qui mesure l'hydrogène, le méthane et l'hydrogène sulfureux, ce fameux hydrogène sulfureux. Et donc bon, pour l'instant, on n'a pas accès à ce test-là en France. Un développement de la mesure de l'H2S dans les prochaines années, hein, qui est prévu, hein. Ça va peut-être arriver en 2025-2026. Alors bien sûr, là, il y a peut-être une question qui se pose pour les personnes qui regardent la vidéo, c'est alors comment on fait pour mettre en évidence un ISO, une configuration H2S, si on ne dose pas l'H2S dans le test respiratoire et qu'on n'a que l'hydrogène et le méthane? Bon, on laisse cette question de côté, puisque je vais y répondre un petit peu plus tard. En tout cas, c'est bien de se la poser, et vous verrez qu'il y a quand même des solutions pour aider à s'orienter de manière beaucoup plus précise sur cette ISO. Donc, on va parler du choix du substrat. Vous verrez qu'il y a clairement, il y a un grand débat là-dessus. Il y a aussi un débat, il y a aussi des débats qui sont un peu en fonction des pays, c'est-à-dire que on voit très bien que en France, on a peut-être un peu de retard sur certaines choses. Et les Américains sont beaucoup plus en avance sur nous. D'ailleurs, quand vous regardez les études sur le SIBO, vous verrez que c'est pas des études qui sont faites en France. Toutes les grandes études, toutes les grandes données viennent des États-Unis. Donc, aux États-Unis, ils ont une expertise et une connaissance que nous, on n'a pas en France sur cette problématique-là, clairement. Et il y a des choses qui ont été décidées en France qui ne suivent pas forcément les recommandations qui sont des recommandations, des consensus américains ou autres. Pourquoi est-ce qu'il y a une histoire de chauvinisme et en France, on ne veut pas faire comme les autres ou on n'a pas envie de faire comme les Américains alors pour certaines choses, c'est peut-être pas plus mal, hein, est-ce que on n'a peut-être pas envie de manger comme les Américains au Mac de tous les jours. Donc il y a des choses qui peuvent être bien de ne pas prendre peut-être de là-bas, mais en tout cas, c'est aussi important de savoir écouter les autres. Et tant pis si nous, on est en retard, qu'il y a des pays qui sont plus en avance, mais on devrait s'inspirer de ce qui est fait ailleurs, en fait.
Donc, clairement, il y a, voilà, il y a un débat qui est quand même, ouvert, hein, mais il y a des gens qui se sont fermés en ayant décidé que le débat doit être fermé et que c'est comme ça. Pas du tout. Il y a encore beaucoup de recherches là-dessus. Il y a peu de choses qui sont figées et vous verrez qu'il y a des manières d'interpréter et des manières de considérer les choses euh, qui, euh, qui sont importantes à prendre en compte, hein. S'il y a des différences ou s'il y a comment dire, des divergences sur certaines choses, c'est pas pour rien. Et c'est important de connaître aussi les limites des tests et surtout de savoir faire appel à sa réflexion et son sens critique. En tout cas, quand vous choisissez un substrat, vous pouvez choisir le substrat selon différents critères. Il y en a qui vous diront, on choisit le substrat selon le critère de sensibilité et de spécificité du test. Donc, qu'est-ce que c'est que la sensibilité? En gros, la sensibilité, ça indique si vous avez été correctement diagnostiqué comme étant atteint de la maladie. Donc, si vous avez une bonne sensibilité, vous avez plus de vrais positifs. Et la spécificité d'un test, ça indique si on a correctement constaté que vous n'étiez pas atteint de la maladie. En gros, une bonne spécificité, c'est moins de faux positifs. Donc, des fois, il y a des choix qui disent « Ah ouais, mais moi, je ne veux pas qu'il y ait de faux positifs. Du coup, j'ai envie que le test soit très spécifique. » Mais le test peut être aussi moins sensible, du coup. Là, vous voyez que pour le glucose, on a une sensibilité de 58%, pour le lactulose de 42%. Bon, on n'a pas une différence non plus majeure, mais elle est quand même là. Et pour la spécificité, ben, le glucose est lui aussi un petit peu plus spécifique, à 83%, par rapport au lactulose à 70%. Après, on peut se poser aussi des questions sur les tests. Est-ce qu'on a envie, finalement, de passer à côté de certains positifs en se disant bah, je préfère ne pas avoir de faux négatifs, tant pis si je passe à côté de certains vrais positifs. Après, des personnes peuvent réfléchir à l'inverse. Je préfère un test qui va vraiment me montrer plus de vrais positifs, même si j'ai un peu de faux positifs, tant pis, mais j'ai vraiment envie de détecter tout le monde et le plus de personnes possible. Donc, honnêtement, il y a quand même beaucoup de personnes dans le monde du SIBO, on a des experts qui sont quand même d'accord de dire que le critère de sensibilité et de spécificité seul n'est pas un argument suffisant pour prendre une décision sur le bon test à donner. Ce n'est pas le seul argument à considérer. Vous verrez que le choix entre le glucose et le lactulose dépend de plusieurs facteurs. Il y a une réflexion à avoir dès le départ. Quand vous avez un patient, de vous dire est-ce que je donne plutôt le glucose, est-ce que je donne plutôt le lactulose. Donc, il y a des critères de sélection selon les caractéristiques en fait, de chaque substrat, selon ses avantages et ses limites. Et là, on commence à rentrer sur quelque chose de plus intéressant et de plus intelligent et de mieux à considérer, surtout en pratique. Donc, le glucose, il faut savoir que c'est un glucide simple. Il est quand même considéré comme rapidement absorbé dans la partie proximale du grêle. Donc, la partie proximale, c'est la première partie. La partie distale, c'est la fin. Donc, la partie proximale, on pourrait dire que c'est le duodénum, le début du jéjunum. Voilà. Alors, ça, c'est vrai que la capacité d'absorption du glucose varie en fonction des individus. Vous avez des individus, notamment ceux qui mangent beaucoup de sucre, qui ont une capacité d'absorption du glucose qui est bien plus importante que quelqu'un qui serait sous régime cétogène, qui mange très peu de glucides. Donc, le fait de donner du glucose à quelqu'un qui a l'habitude de manger des glucides et du sucre, il va l'absorber mieux, on va dire, et plus rapidement que quelqu'un qui en mange très peu. Ça, on le sait. Il y a une différence, ça a été publié, une différence dans la capacité d'absorption du glucose en fonction des individus. Et donc, le problème du test au glucose, ça c'est une affirmation qui peut être discutable, mais globalement, quand on fait les tests ou quand on a l'expérience de ces tests, on voit qu'elle est quand même vérifiée. C'est que le glucose, en fait, pourrait ne pas être capable d'identifier un SIBO distal, c'est-à-dire à la fin de la testine grêle. Évidemment, si votre glucose est absorbé en partie proximale, est très rapidement absorbé, que vous n'avez pas le glucose qui atteint le fin de l'intestin grêle, si votre SIBO est légalisé un petit peu plus loin, vous ne verrez pas d'émission d'hydrogène, vous ne verrez pas de fermentation, vous allez dire non, il n'y a pas de SIBO, c'est juste que le glucose n'est pas arrivé jusqu'à la fin du grêle. Alors c'est discuté parce qu'il y a d'autres études qui montrent que chez certains, ça pourrait atteindre le côlon,
Je dis bien chez certains, mais ça, encore une fois, ça dépend de la capacité individuelle d'absorption de glucose. Donc, l'affirmation que le test au glucose pourrait ne pas être capable d'identifier certains SIBO, et notamment des SIBO au niveau de la fin de l'intestin grêle, c'est quand même plutôt vrai. Non recommandé chez les personnes diabétiques. Bon, quand vous avez une personne diabétique, vous évitez de faire le test au glucose. À éviter ces suspicions de candidose. Bon, là aussi, c'est peut-être quelque chose à considérer, d'avaler une forte dose de glucose, voilà, de 50 ou 115 grammes de glucose. C'est pas forcément non plus une bonne idée si vous savez que la personne a une candidose. Bon, ça, c'est quand même à réfléchir avant de donner le test au glucose. Concernant la lactulose, il n'est pas absorbé et il va transiter dans tout l'intestin grêle et passer dans le côlon, ce qui veut dire qu'il permettrait de détecter un SIBO distal, puisqu'il va transiter dans tout l'intestin grêle et qu'il passe dans le côlon, on sait qu'il est passé partout, le lactulose. Et aussi, le fait qu'il passe dans le côlon, c'est que ça permet du coup éventuellement de diagnostiquer une pullulation de méthanogène dans le côlon. Si vous avez un IMO qui est uniquement localisé au niveau colique, il se peut qu'en donnant le glucose, s'il n'atteint pas le côlon, idem, vous disiez qu'il n'y a rien, vous ne voyez pas d'hydrogène, vous ne voyez pas de méthane. Bon, vous verrez que généralement, les gens qui ont une population d'archéméthanogène localisée dans le côlon, on a souvent, dès la basale, un méthane élevé. Donc, même sur un test au glucose, on pourrait suspecter le problème, même si le glucose n'atteint pas la fin de l'intestin grêle ou ne passe pas dans le côlon. Les gens qui ont beaucoup de méthanogène au niveau du côlon, ils ont tendance déjà, dès la base, en fait, même en ayant suivi un régime préparatoire strict, ils ont déjà tendance à avoir du méthane élevé, en fait, dès la première valeur basale, même sans avaler le substrat. Mais bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est que si vous suspectez plutôt un ISO ou un IMO, il faut plutôt donner le lactulose. Donc pour l'IMO, je vous ai expliqué pourquoi. Et pour l'ISO, vous verrez après pourquoi le test de lactulose est plus intéressant à donner. Attention, le lactulose est quand même un petit peu laxatif, donc il accélère plus ou moins le transit intestinal. Il faut quand même prendre ça en compte. Alors pour améliorer sa fiabilité, ça serait bien de le coupler à un test de transit orocécal avec une scintigraphie en même temps et en fait d'être sûr de voir à quel moment le substrat atteint le côlon. Parce qu'il y a des gens, effectivement, ils ont un transit orocécal qui est plus ou moins rapide et des personnes, le substrat va passer dans le côlon avant 90 minutes, d'autres c'est après 90, d'autres c'est après 120. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce paramètre à prendre en compte quand on analyse le test au lactulose. Et des fois, on ne peut jamais être sûr à 100% que l'élévation de gaz qu'on voit n'est pas due au fait que le substrat soit passé dans le côlon. Donc, dans l'idéal, on devrait coupler un test de transit orocécal, mais ça, c'est très, 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 très rarement fait. Également, vu que le lactulose est un substrat légèrement laxatif, même si on donne à petite dose pour le test respiratoire, c'est moins recommandé si vous avez une personne qui a d'importantes diarrhées, elle se vide du matin au soir, elle est complètement en diarrhée, vous avez plutôt l'impression qu'elle a un transit très rapide puisqu'elle mange, elle trouve déjà une demi-heure, 40 minutes après des aliments qu'elle vient de manger mal digérés dans les selles. Vous dites, bon, peut-être que le choix du lactulose n'est pas forcément la meilleure idée, donc ça va avoir un effet laxatif et du coup, vous risquez d'avoir un passage trop rapide du lactulose dans le côlon et vous allez croire que en fait, vous regardez des courbes qui correspondent à la portion intestin grêle alors qu'en fait, le substrat est passé très rapidement dans le côlon. Donc ça résume un peu ce que je vous ai dit. C'est sur une publication qui date d'il y a quelques années. Voilà, ils disent que en fait, quand on fait une aspiration du contenu du liquide intestinal avec mise en culture derrière, c'est vraiment prélevé au niveau de la portion, duodénum, jonction duodénum-jéjunum. Le test au glucose, l'absorption va se faire au niveau du jéjunum. Donc du coup, vous voyez que là, il n'est pas forcément il n'atteint pas forcément nécessairement la fin de l'intestin grêle au niveau iléon, et il n'atteint pas forcément non plus le côlon. Le lactulose, lui, il transite dans toutes les portions de l'intestin et il va jusque dans le côlon, ça on en est sûr. Donc c'est un truc schématique, je trouve que c'est intéressant, puis ça représente quand même globalement la situation. Et donc du coup, là, vous comprenez peut-être les limites de donner le test au glucose, ou du moins de faire attention à l'interprétation. C'est pas parce que le test au glucose est négatif que du coup, vous allez conclure, c'est bon, la personne n'a pas un SIBO, il faut peut-être faire le test au lactulose. Vous pouvez commencer au glucose, et puis si c'est négatif, faire au lactulose. Autre chose aussi,
Ça, je ne l'ai pas dit auparavant, mais aussi des fois, tout bêtement, vous avez des bactéries qui fermentent plutôt le lactulose, d'autres plutôt le glucose. Donc vous pouvez avoir l'inverse, des gens qui font le test au lactulose, ils sont négatifs et vous allez donner un test au glucose et ils sont positifs. Comme vous pouvez avoir l'inverse, des gens positifs au glucose et négatifs au lactulose. Parce qu'il y a aussi ce critère-là, en fait, que pas grand monde considère, le fait que les bactéries peuvent plus ou moins fermenter un substrat par rapport à un autre. Ça, c'est clair et on le sait. Donc, c'est aussi à considérer quand vous donnez un test. Ça, c'est voilà un petit schéma récap du choix des substrats. C'est un peu voilà un mémo. Pourquoi choisir plutôt le lactulose, pourquoi choisir plutôt le glucose. Donc c'est une personne avec un transit hyper accéléré, voilà, beaucoup de diarrhée du matin au soir, des aliments mal digérés dans les selles, vous avez l'impression voilà, qu'elle mange et elle retrouve les aliments direct dans les selles. Vous dites ok, il y a peut-être un transit très très accéléré, je vais peut-être pas lui donner du lactulose, mais plutôt du glucose. Donc elle a un test positif, bon ben là après ok, vous identifiez les causes du SIBO et de l'IMO, parce que vous avez compris que c'est une problématique qui est toujours liée à une cause, donc il faut identifier la cause et la prendre en charge, sinon vous n'aiderez pas les gens à réguler leurs problèmes sur du long terme. Et après, bon, ben, si vous avez fait test sous glucose, il est négatif, ben, soit vous envisagez d'autres pistes, vous dites, OK, ben, ça peut être autre chose qu'un SIBO. Je vous ai montré aussi qu'il peut y avoir d'autres affections qui peuvent donner les mêmes symptômes. Ou alors, vous pouvez choisir de faire aussi un protocole d'épreuve et de vous dire, bon, ben, la personne n'a peut-être pas les moyens, elle n'a peut-être pas possibilité de faire le test au lactulose. Et bon, il y a des chances qu'elle ait quand même un SIBO. Je lui donne un protocole, je vois comment elle répond positivement. Bon, je me suis peut-être orienté on va dire la bonne prise en charge, elle ne répond pas positivement. Bon là, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le SIBO, ça peut être le protocole qui n'est pas efficace. Donc bon, c'est vrai que encore une fois, si vous n'avez pas les tests, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc des fois, avec le test négatif au glucose, en fait, ce qu'il y a le mieux à faire, c'est de proposer aussi derrière un test au lactulose. Au moins, vous avez les 2 et ça vous permet d'éliminer vos hypothèses. En cas de SIBO-hydrogène, vous pouvez aussi bien donner le glucose que le lactulose. Après, vous avez vu que bon, le lactulose présente quand même des avantages, le fait qu'il transite dans tout l'intestin grêle. C'est pour ça que les Américains le donnent de base plutôt le lactulose que le glucose. En France, c'est l'inverse, on donne plutôt le glucose que le lactulose. Si vous avez un sujet diabétique, plutôt le lactulose, hein, pas le glucose, évitez. En cas de suspicion d'ISO ou d'IMO, il faut mieux faire le lactulose. Et là, bon, c'est pareil, hein, soit vous avez un test positif et après vous savez ce qu'il faut faire, soit vous avez un test négatif et là le test est négatif, ben, vous pouvez envisager d'autres pistes, d'autres problématiques, mais aussi, pourquoi pas envisager quand même le glucose. Là, vous dites: «Non, mais franchement, là, avec, tout ce que présente la patiente, elle a une intoxication alimentaire, tous ces symptômes, c'est bizarre quand même sur le lactulose, je vois pas de SIBO, on a une élévation de l'hydrogène qui est tardive à 140 minutes, ouais, j'ai pas l'impression que mon test est positif. Tiens, je vais lui donner un test au glucose» et là, bah, bingo, vous pouvez avoir un test au glucose extrêmement positif, voilà, une belle augmentation d'hydrogène à 40-60 minutes. Donc, idem, si votre test au lactulose est négatif, pourquoi pas considérer faire un au glucose, hein. Voilà. Donc c'est un schéma récap qui je trouve, voilà, intéressant à garder en tête pour le choix du substrat et pour ce qu'on fait, si c'est négatif ou si c'est positif. Alors, je vais faire un petit zoom, alors il va être, non exhaustif et malheureusement incomplet, mais je vais quand même insister sur des choses importantes et surtout, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a beaucoup de consignes à respecter. Donc, ne donnez pas les tests respiratoires sans avoir été bien formé et informé sur toutes les consignes à respecter, puisque si les consignes, le préanalytique en fait, n'est pas bien respecté, vous ne pourrez pas interpréter le respiratoire, vous risquez d'avoir des choses complètement, incohérentes, des hyperfermentations parce que le régime n'a pas été bien suivi ou alors des tests négatifs, et c'est parce que, ben, la personne a eu une coloscopie juste avant et voilà, il y a des examens, médicaux ou des choses qui contre-indiquent la réalisation du test respiratoire. Donc c'est très important de bien avoir connaissance de toutes les consignes préanalytiques, de tout ce qu'il faut éviter, de tout ce qu'il faut faire pour que le test soit fiable. Il y a beaucoup aussi de débats que les tests sont pas fiables, mais la plupart du temps, s'ils sont pas fiables, c'est qu'ils sont mal analysés, les consignes préanalytiques sont mal respectées et du moment que vous respectez pas ce qu'il faut faire, ben oui, n'importe quel test, même le plus fiable du monde, si les consignes préanalytiques ne sont pas respectées et ben il vaut zéro. Il devient absolument plus fiable.
Donc, le débat des tests devrait, à mon avis, surtout se faire aussi sur les consignes à respecter avant, et on se rendrait compte que finalement, ils sont bien plus fiables qu'on le pense si tout ce qui est à respecter est bien respecté. Donc, il y a une étape, on va dire, numéro 1. Il y a des choses à éviter 1 mois, 1 semaine et 48 heures avant le test. D'ailleurs, il y a certains compléments aux médicaments à stopper avant le test. Alors les médicaments, ça dépend lesquels. Si c'est un médicament, vital, pour le cœur ou autre, il y a des choses qui peuvent pas être stoppées, qui ne seront pas stoppées. Mais en tout cas, il y a certains médicaments, voilà, notamment des choses qui agissent, sur la motilité intestinale. Voilà, si vous prenez des antidiarrhéiques, par exemple, comme l'opéramide, des choses comme ça, et voilà, il y a des choses qui sont à retirer, avant le test. Il y a certains examens médicaux qui sont incompatibles aussi avec le test. Par exemple, 1 mois avant, il ne faut pas qu'il y ait eu de coloscopie, pas de prise d'antibiotiques, ou de plantes antimicrobiennes, d'huile essentielle, tout ça et tout, sauf en cas de retest. C'est différent. Quand vous faites un premier test, bah, vous voulez savoir si la personne a un SIBO. Donc, si elle vient de prendre des antibiotiques, c'est logique que ça n'a aucun sens de donner le test après. Par contre, si c'est un retest, c'est-à-dire c'est un second test après traitement, là, comme vous voulez évaluer l'efficacité de l'antibiothérapie ou des plantes, des huiles essentielles, de ce que vous avez utilisé, antimicrobiens naturels, là, oui, vous faites le retest assez rapidement après. Mais en tout cas, voilà, pour le premier test, s'il y a eu un antibio qui a été pris, il faut attendre au moins 1 mois. Pareil pour les plantes antimicrobiennes, pareil pour s'il y a eu une coloscopie, avec une préparation à la coloscopie, il faut attendre 1 mois avant de faire le test. 1 semaine avant le test, il faut stopper différents médicaments, comme les laxatifs, tout ce qui est charbon actif, voilà, des puratifs intestinaux. Il faut stopper les prébiotiques, fibres, et également les probiotiques. Donc si vous prenez des prébiotiques, voilà, du psyllium ou autre chose, voilà, il faut les arrêter. Les probiotiques également, sous toutes les formes, donc yaourt, kéfir, les produits lactofermentés, les probiotiques en complément. Voilà, il faut vraiment 1 semaine avant le test minimum, stopper tous ces trucs-là, d'accord? Heu, ouais, 1 semaine, c'est le minimum, hein. Si on 2 semaines avant, c'est encore mieux, hein, pour certains probiotiques. Même s'ils sont rapidement éliminés, certains restent un petit peu plus longtemps, hein. Donc voilà, comptez minimum 1 semaine avant toute source de probiotiques, hein. Donc les yaourts et tout ce qui est kéfir de lait, produits lactofermentés, ça en fait partie également. Il n'y a pas que les probiotiques en complément. D'accord? 48 heures avant le test, vous devez stopper certains médicaments qui peuvent agir, sur la motilité intestinale. Ça peut être les prokinétiques, d'accord? Mais aussi les antidiarrhéiques, comme j'ai parlé du loperamide par exemple. Alors normalement, on recommande de stopper les antiacides comme les IPP, si possible, mais c'est non obligatoire. De toute façon, quelqu'un, voilà, qui prend des IPP depuis des années, c'est très compliqué, c'est impossible de les stopper comme ça d'un coup sans avoir d'effet rebond. Donc voilà, clairement, si vous prenez des IPP depuis quelques jours, ou 1 semaine, il faut mieux les stopper 48 heures avant le test. Hem, mais voilà, c'est pas strictement obligatoire, c'est conseillé. On est revenu à un moment donné, on disait qu'il fallait absolument les arrêter. Maintenant, on dit que si possible, dans l'idéal, on les stoppe 48 heures avant, mais c'est pas possible, on les stoppe pas. Il faut stopper tous les médicaments et compléments non indispensables également 48 heures avant, hein. Vos vitamines, vos trucs, c'est pas le moment, donc vous stoppez tout 48 heures avant le test, sauf les médicaments qui sont obligatoires à prendre, des médicaments importants, je dis pour le cœur, pour la tension ou quoi. Certains doivent être conservés. Donc l'étape numéro 2, c'est le régime préparatoire. Donc il y a un régime préparatoire qui va être réalisé, en fait, 24 à 72 heures avant le test. Alors 24 heures, c'est le minimum. 48 heures, c'est pour les gens qui sont constipés, et 72 heures pour les gens qui ont vraiment des fortes, 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 fortes constipations, voire des fortes gastroparésies. Donc ce genre de problème, voilà, il ne faut pas hésiter à monter. Plus, c'est mieux que moins, hein. Moi, j'ai plutôt l'habitude de recommander de faire, 48 heures à tout le monde, hein. Si vous faites plus, ça ne sera pas, mauvais. C'est plutôt si vous faites moins. 48 heures, au moins vous êtes sûr que, c'est mieux. Après, il y a des personnes, bon, pour des raisons diverses et variées, 48 heures, c'est un petit peu compliqué. Voilà, 24 heures, c'est le minimum. Le régime préparatoire, il est très simple, hein. Ce n'est pas un régime sans résidus, comme pour la coloscopie. Le régime sans résidus est insuffisant. Vous allez avoir des gens qui fermentent trop dès la basale, ils émettent déjà de l'hydrogène, ils sont explosés. On n'aura même pas donné le substrat. Donc après, aller analyser de façon fiable le test respiratoire, c'est très compliqué. Donc le régime préparatoire, en fait, c'est très simple. Il n'y a pas grand-chose qui est autorisé. Aucun fruit, aucun légume, ça c'est clair. Pas de fibres, hein. Donc pas de riz, de pain complet, tout ce qui est complet, là vous oubliez. En gros, vous avez le droit qu'à du riz thaï, je précise bien thaï, pas basmati. Le basmati est plus fermentescible, c'est du riz thaï.
très bien cuit, vous rincez avant la cuisson, vous le cuisez bien jusqu'à ce qu'il devienne presque de la purée. Il faut le surcuire pour que ça se comporte en fait comme du glucose, ça soit absorbé très facilement, qu'il ne soit pas fermentescible. Il ne faut jamais le refroidir, il faut le manger chaud. Si vous refroidissez, vous faites de l'amidon résistant et votre riz se comporte après comme une sorte de fibre. L'amidon résistant va être fermenté et en fait, ça va être problématique. Donc riz thaï, très bien cuit, mangé chaud, non refroidi. Si vous n'avez pas la possibilité, voilà, sur le midi, de cuire votre riz, de amener un Tupperware, bah, dans ce cas-là, ça sera juste du poisson, de la viande ou des œufs. Vous ne pourrez pas, réchauffer le riz, Qu'en le réchauffant, on n'arrive pas à casser tous les amidons résistants, donc il ne faut jamais réchauffer le riz. Donc riz, poisson, viande ou œuf, sel et poivre, un peu de poivre, c'est tout ce dont vous avez le droit. Le pain blanc, la baguette blanche, je précise, pas de baguette complète et cetera, de pain blanc. Voilà, 1 à 2 petites tranches, uniquement pour le petit déjeuner et il faut faire griller le pain absolument, d'accord? Mais uniquement pour le petit déj, vous n'en prenez pas à midi ni le soir. En matière grasse, vous avez le droit à l'huile végétale, olive, colza, au ghee, donc c'est le beurre clarifié. Il ne faut pas que ce soit du beurre avec, qui soit non clarifié, parce que ça a des traces de lactose et cetera. Il faut bien que ce soit voilà, vous achetez du ghee, donc ça, vous pouvez le matin en tartiner un tout petit peu, en faible quantité sur, vos petites tranches de pain blanc que vous avez fait passer au grille-pain. Le pain n'est pas obligatoire, si vous ne mangez pas de gluten habituellement, ce n'est pas le moment, de manger du pain ou voilà, d'introduire des choses dont vous n'avez pas l'habitude. En boisson, c'est uniquement de l'eau plate ou du robinet, pas d'eau gazeuse, thé noir faiblement infusé, je précise bien, et café très léger. C'est uniquement ce dont vous avez le droit, rien d'autre. Aucun fruit, aucun légume, pas de choses complètes. C'est très important, sinon voilà, le test sera faussé, il y aura des hyperfermentations et vous mesurez dans les gaz expirés des hyperfermentations du côlon qui sont d'une mauvaise préparation et non plus, voire difficile à identifier ensuite s'il s'agit vraiment d'un SIBO ou pas. Étape, numéro 3, c'est le jeûne. C'est-à-dire que, 12 heures avant le test, il faut un jeûne minimum de 12 heures. Donc la veille, ne mangez pas à minuit si vous faites le test à 7 heures du matin. Donc, respectez bien ces 12 heures de jeûne minimum. Il faut aussi un arrêt pour ceux qui fument, de la cigarette ou du vapotage, il ne faut pas que ça soit fait après 20 heures la veille du test. Donc, si vous faites le test le lendemain, après 20 heures, vous arrêtez. Il y a plus de cigarettes dans la soirée et pas la nuit et surtout pas le matin au lever avant le test. Le matin avant le test, on est à jeun, on ne prend rien d'autre que l'eau avec le substrat du test. On ne mange rien d'autre, on ne prend aucun complément, on diffère tout après le test respiratoire. C'est important ça. Donc l'étape 4, c'est le jour du test. Pas de sport, c'est pas le moment de se mettre à faire du sport, d'accord? Ça peut modifier les échanges respiratoires, donc surtout pas d'activité physique. Vous avez le droit de marcher, mais pas de jardinage, voilà, pas de sport. Position allongée interdite également. Vous pouvez pas rester allongé tout le temps et souffler, surtout allongé. Il faut être debout ou assis, ne restez pas allongé. Pas de parfum, de lotion, c'est pas le moment de se maquiller, de mettre des choses, parce qu'on va mesurer des gaz, il faut pas de produits volatiles. Pas de médicaments compléments avant la fin du test. Donc même si vous devez prendre un médicament important pour votre cœur ou quoi, vous attendez juste d'avoir fait le fin du test, vous différez la prise de tous les compléments, les médicaments. Il faut vraiment être à jeun, rien prendre. Il faut se lever 1 heure avant le test également. Donc c'est important de ne pas se lever tout de suite et de faire le test dans les 10 minutes, ça aussi. Il faut se lever minimum 1 heure avant. Et avant le test, c'est très important également de faire un brossage des dents. Alors, sans dentifrice, parce qu'il faudrait un dentifrice sans alcool, sans menthe, sans xylitol, sans plein de choses. Le mieux, c'est de se brosser les dents avec une brosse à dents propre, encore mieux. Se brosser les dents soit avec juste de l'eau, soit avec le bain de bouche, d'accord, qui vous servira ensuite à faire le bain de bouche avant le test. Des fois, je dis aux gens, on se brosse avec le bain de bouche, c'est très bien. Donc le bain de bouche, c'est de la chlorhexidine 0,05%, ça se trouve en unidose. Elle est sans alcool, sans menthe. Il faut vraiment qu'il y ait rien d'autre que la chlorhexidine. Donc la chlorhexidine 0,05% a été validée pour l'aseptisation buccale avant le test respiratoire. Ce qui est aussi possible de faire, c'est l'eau oxygénée, 10 volumes. Vous la diluez de moitié avec de l'eau et c'est possible aussi de se rincer la bouche avec. Donc l'aseptisation buccale avant les tests est très importante parce que vous avez une flore, chez certains en plus, une flore oropharyngée assez,
on va dire, assez active et donc du coup, si vous ne faites pas de bain de bouche avant le test, vous risquez, pareil, quand vous avalez le substrat, d'avoir des fermentations buccales, en fait, et d'avoir des basales déjà explosées parce qu'il y a une fermentation, en fait, dans la bouche et c'est pas ce qu'on veut mesurer. Donc c'est validé comme étant important, dans les consensus, notamment nord-américains et cetera. Donc le bain de bouche est obligatoire avant le test. Voilà. Donc il faut le faire, 15 minutes avant le test et vous rincez bien à l'eau ensuite et après vous faites le test respiratoire. Pour l'instant, ça a été validé qu'un seul bain de bouche, hein, pas plusieurs. Là, à l'heure actuelle, ça pourra changer un jour, mais à l'heure actuelle, ce qui est validé dans les consensus, notamment nord-américains, c'est la réalisation d'un seul bain de bouche, 15 minutes avant le test respiratoire. Donc voilà, ce sont des consignes globales, mais qui sont importantes à connaître en tout cas. On va passer maintenant sur les critères d'analyse. Donc, comment on analyse ces tests-là? Alors j'aime bien le mot la cacophonie parce que c'est un peu la réalité de la chose. Donc, la France, il faut savoir qu'elle n'utilise pas les mêmes critères que les États-Unis. Elle ne tient pas en compte des dernières recommandations, des consensus notamment nord-américains de 2017. Dans la plupart des hôpitaux et laboratoires, malheureusement, il y a encore des tests respiratoires qui sont réalisés. On dose le méthane, mais la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de SIBO, soit, mais le méthane qui est explosé, on n'en tient pas compte. Donc les gens, des fois, ressortent, on leur dit qu'ils n'ont rien. En fait, oui, ils n'ont peut-être pas un SIBO, mais ils ont un IMO. Donc à ces problématiques-là, hein, clairement, surtout en France, hein. Peu de praticiens savent réellement analyser les tests SIBO aussi, hein, d'une manière générale. Un test ne s'analyse pas juste avec des chiffres. Comme toute analyse de laboratoire, un chiffre seul n'est pas très parlant. Ça s'analyse avec toutes les données du patient, ses antécédents médicaux, ses symptômes habituels, ceux qu'il a ressentis durant le test éventuellement. Voilà, vous n'avez pas analysé pareil un test respiratoire. Si vous savez que quelqu'un, on lui a enlevé la moitié de l'intestin grêle, ou si quelqu'un a de la gastroparésie très importante, vous savez qu'il y a une motilité au niveau du grêle qui est fortement perturbée, ben, pareil, vous savez que potentiellement le substrat va transiter plus lentement chez cette personne-là. Donc en fait, il y a tellement de choses à prendre en compte pour l'analyse des tests que oui, si vous faites des tests comme ça et vous regardez juste les chiffres, ben, vous allez avoir des gens que vous allez dire ah ben il y a le SIBO alors qu'ils n'ont aucun symptôme digestif. C'est juste peut-être qu'ils ont un transit urocécal un peu rapide. Et il y a des gens qui vous allez dire non, vous n'avez pas de SIBO, alors que vous n'avez pas tenu compte que cette personne a une motilité intestinale ralentie et que potentiellement le substrat va passer bien plus tardivement chez elle dans le côlon. Donc il y a énormément de choses à tenir en compte lorsqu'on analyse les tests respiratoires. C'est pour ça que vraiment il faut être formé là-dessus. D'ailleurs, chaque centre laboratoire ou praticien peut avoir des critères d'analyse qui diffèrent, des fois aussi en fonction de l'expertise du praticien. Alors vous-même, ne vous mettez pas à inventer des critères, sinon ça commence mal. Mais en tout cas, c'est important de considérer les critères validés dans les études, mais aussi ceux qui proviennent des experts SIBO et des différents laboratoires experts. Parce que si vous voulez, vous allez vous rendre compte qu'il y a des critères études, des critères dont on resserre, on va dire, on resserre un peu les boulons, c'est-à-dire qu'on va mettre des critères extrêmement stricts parce que quand on veut faire une étude, on veut être sûr qu'on récupère que les gens qui ont le SIBO et pas les autres. Et donc, du coup, on va être très strict, si vous voulez. Et dans la pratique, en fait, on a des critères qui sont bien plus adaptés à la réalité du terrain et ce qu'on appelle la pratique. Donc, il y a des petites divergences entre les critères validés dans les études et les critères aussi qui ont été validés, si vous voulez, par des experts SIBO. Quand je parle d'experts SIBO, c'est des gens qui ont analysé des dizaines de milliers de tests, qui ont traité énormément de gens, qui ont des données voilà, disponibles. C'est comme s'ils avaient fait des études, en fait. Il y en a qui ont une quantité d'informations sur une quantité de populations différentes qui leur permet, en tant qu'experts, d'apporter des informations et des nuances d'interprétation des tests. D'accord? Les laboratoires ici, hein, comme les laboratoires Quintron, qui ont fait des dizaines de milliers, dizaines et dizaines de milliers de tests dans chaque pays. Et aussi, ces laboratoires-là fournissent aussi des aides et des critères d'analyse aux praticiens. Notamment, les laboratoires Quintron ont aussi développé des critères hein, qui se basent sur les études, mais avec des nuances d'analyse, en tout cas, qui sont importantes à considérer. Hein. Il faut le savoir. Concernant les critères, bon, il y a clairement une étude princeps, hein, on va dire du moins un consensus, hein, c'est le consensus nord-américain de 2017. Hein. Vous verrez des fois, je marque NAC, donc c'est North American Consensus, donc 2017. Et donc c'est notamment via ce consensus-là qu'on a ressorti beaucoup d'informations.
notamment sur les critères, mais aussi tout ce qui est préanalytique. Globalement, moi, j'ai essayé de faire une synthèse parce que si je vous prends toutes les études, tous les trucs, tout ça et tout, vous allez voir, vous allez avoir des chiffres et des critères d'interprétation de partout. Bon, du coup, j'ai essayé de vous faire, en fait, si vous voulez, de vous présenter les critères vraiment qui ont été validés et surtout qui ont une réelle signification en pratique, si vous voulez. Donc, j'ai fait un peu une synthèse des différents critères selon les études données également par les laboratoires experts, par certains experts SIBO également, comme le docteur Sandberg-Lewis, qui a un centre justement spécialisé dans le SIBO, qui fait aussi beaucoup de tests respiratoires. Donc voilà, je vous ai fait ce que j'ai noté ici, donc une synthèse des critères utilisés en pratique et validés par les experts SIBO américains, sont basés en fait sur les synthèses des critères de Rome, du consensus nord-américain et tout ce qui est critères laboratoire Quintron et experts SIBO. Donc, pour le glucose, dans les critères d'analyse, on considère que pour le diagnostic du SIBO hydrogène, une augmentation d'hydrogène d'au moins 12 ppm, donc 12 ppm ou plus dans les 90 à 120 minutes du test, ce sont des critères donc, qui indiquent une positivité du test. Le méthane, là le méthane, l'IMO, vous vous rappelez, les méthanogènes peuvent pulluler partout dans le grêle comme dans le côlon. Donc là, en fait, on considère un test positif pour un IMO quand la valeur de méthane est supérieure ou égale à 10 ppm dans les 180 minutes du test. C'est-à-dire à n'importe quel moment du test, si vous avez une valeur supérieure ou égale à 10 ppm, vous pouvez considérer le test positif pour un IMO. Évidemment, si le patient a des symptômes. Quelqu'un peut avoir, peut-être moi demain je fais le test respiratoire, j'en ai déjà fait, j'ai 15 ppm de méthane, et si je ne me plains pas de constipation, de troubles digestifs, c'est pas forcément à traiter. C'est aussi ça qui est important, de mettre en relation ce que je trouve dans le test avec les symptômes du patient. On prend en charge un patient avec des symptômes et pas des chiffres sur un papier. C'est important à se rappeler. On a aussi un critère qui est un critère hydrogène plus méthane combiné. Et en fait, donc si on a une augmentation de l'hydrogène et du méthane combiné qui est au moins, cette augmentation est au moins égale à 12 ppm dans les 90-120 minutes, là aussi, on peut considérer un SIBO. Donc il y a un grand débat encore sur la pertinence de ce critère-là. Et ce critère-là, en fait, est très pertinent. Pourquoi? Vous vous rappelez, je vous ai dit que les méthanogènes peuvent utiliser l'hydrogène pour faire du méthane. Et en fait, dans certaines zones, vous avez de l'hydrogène, mais pas suffisamment voilà, pour considérer en fait un SIBO, si on se base juste sur l'hydrogène. Et vous voyez qu'à ce moment-là, vous avez aussi du méthane qui augmente. Et en fait, la présence de ces méthanogènes-là, en captant une partie de l'hydrogène, peut vous rendre un test SIBO négatif pour le SIBO, alors que s'il n'y avait pas ces méthanogènes-là, il aurait été positif, parce qu'il y a une partie de cet hydrogène en fait, qui est capté par les méthanogènes. Et donc, en vous basant juste sur le chiffre de l'hydrogène, vous allez dire, bah non, il n'y a pas de SIBO, il y a 10 ppm, une augmentation de 10 ppm d'hydrogène, il n'y a pas de SIBO. Mais en dessous, vous avez une augmentation de 6 ou 7 ppm de méthane, et si vous faites 10 plus 7, vous arrivez à 17 ppm d'augmentation hydrogène plus méthane combiné, et là, vous avez un patient qui est positif sur ce critère. Et donc, vous allez pouvoir considérer le patient positif pour un SIBO grâce à ce critère-là. Et ça vous évite de passer à côté de certains SIBO, en fait, où il y a quand même une petite population d'archéméthanogènes, pas suffisante pour considérer un IMO, mais qui est quand même là et qui récupère une partie de l'hydrogène. Et donc, du coup, ça vous masque un peu le SIBO. J'essaie de vous expliquer ça simplement, mais c'est assez compliqué à expliquer des tests et des critères comme ça. Le lactulose, donc là, on considère un test positif à l'hydrogène lorsqu'il y a une augmentation de l'hydrogène de 20 ppm. Donc on est au-dessus on considère des augmentations plus faibles avec le glucose. Bon, là aussi, des fois, c'est débattu. Il y en a qui considèrent 20 ppm en fait pour les deux. Donc, s'il y a une augmentation de l'hydrogène d'au moins 20 ppm dans les 90 à 120 minutes du test, on peut le considérer positif pour un SIBO. Là, c'est le même critère que pour le glucose. Toute valeur de méthane supérieure ou égale à 10 ppm dans les 180 minutes du test, on peut considérer le test positif pour un IMO. D'accord? Et pour le critère donc hydrogène plus méthane combiné, là, s'il y a une augmentation de l'hydrogène plus méthane combiné d'au moins 15 ppm dans les 90 à 120 minutes, vous pouvez considérer le test positif. Là, vous considérez qu'il est positif pour un SIBO. D'accord?
Je vous ai pas parlé ici d'hydrogène sulfureux parce qu'on ne fait pas le test, je vous ai pas donné, mais voilà, sachez que l'hydrogène sulfureux, on considère un test positif pour un ISO s'il y a une valeur supérieure ou égale à 3 ppm d'hydrogène dans les 180 minutes du test. Donc pour les deux substrats, glucose ou lactulose, la mesure basale, c'est-à-dire la première mesure qu'on fait sans avaler le substrat, parce qu'en fait il y a une première mesure qui est faite comme ça à jeun, sans avaler le substrat, et ensuite on avale le substrat et on fait des mesures toutes les 20 minutes, par exemple pour le lactulose. En tout cas, la basale devrait être inférieure à 10 ppm. Donc une valeur basale élevée, souvent rencontrée chez les patients qui ont mal respecté le régime préparatoire, qui n'ont pas fait d'aseptisation buccale, par exemple. Alors, des gens qui ont tout bien respecté, ils ont quand même voilà, une valeur basale élevée. Bon, il y a quand même moyen de pouvoir analyser le test, même si la valeur basale est élevée. Bon, en tout cas, quelqu'un qui démarre à 100 ppm d'hydrogène en basale sans avoir avalé les substrats, vous savez que ça va être un petit peu compliqué après de savoir si c'est voilà, qu'est-ce que vous mesurez. En fait, la personne est hyper fermante dès le départ. C'est un petit peu compliqué l'interprétation. D'où l'importance des respects de toutes les consignes. Alors, pour être un petit peu plus dans la pratique, on va analyser on va dire ça ensemble, des tests au glucose et au lactulose. Donc là, vous avez l'exemple d'un test au glucose négatif. Je vais rappeler les critères ici. Alors pourquoi il est négatif ce test au glucose? Ben, vous voyez que bon, déjà, pour l'hydrogène en basale, elle est bonne, hein, vous n'avez pas une basale élevée, donc on pense que la personne a voilà, bien suivi le régime préparatoire. Ensuite, vous voyez qu'il n'y a aucune augmentation de l'hydrogène à aucun moment. Pareil pour le méthane, hein, vous n'avez pas de méthane élevé, on a juste 1 ppm là, donc on n'a pas quelqu'un voilà, qui a 10 ppm ou plus de méthane, donc a priori pas d'IMO, pas de SIBO. Je vous ai mis ici en fait zone de transition côlon. Pourquoi? Je vous ai dit en fait qu'on analysait, je vous ai parlé de 90 à 120 minutes du test pour le SIBO. On sait que, notamment pour le lactulose, que le substrat à un moment donné va atteindre le côlon et donc du coup, ben, il y a des zones dont on sait qu'à partir d'un certain temps, il y a des possibilités que le substrat soit passé dans le côlon. Donc, dans les études, en fait, on se base sur 90 minutes et on dit qu'après 90 minutes, ce qu'on pourrait observer, c'est particulièrement valable pour le lactulose, pourrait être dû à des fermentations du côlon. Donc, en fait, toutes les valeurs avant 90 minutes, c'est l'intestin grêle et toutes les valeurs après 90 minutes, ça peut être le côlon. En sachant qu'il y a la zone de transition qui est entre 90 et 120 minutes, c'est-à-dire que c'est une zone dans laquelle il y a encore possibilité d'avoir le substrat dans l'intestin grêle. Et après 120 minutes, souvent on considère pour le test au lactulose que le substrat est passé dans le côlon. Il faut faire attention du coup de ne pas dire qu'il y a un SIBO alors qu'il s'agirait plutôt de fermentation colique. Alors, je vous ai dit que le glucose, généralement, n'atteint pas le côlon, mais parce qu'il est très régulièrement absorbé entièrement au niveau de l'intestin grêle et d'ailleurs avant les 90 minutes. Donc cette histoire de séparation, zone de transition entre 90 120 et après 120 on serait dans le côlon, globalement, moi tous les tests respiratoires au glucose que j'ai vus, même qui étaient prolongés à 180 minutes, quand on a des tests négatifs, voilà, même à 180 minutes, on ne voit jamais d'augmentation de l'hydrogène. Donc moi j'ai jamais forcément vu sur des tests au glucose des augmentations tardives en fait, à 140, 160, 180 minutes. Donc il y a quand même cette idée que, effectivement, sur les tests au glucose, le substrat serait absorbé avant dans l'intestin grêle et n'atteindrait pas le côlon. Donc cette histoire d'interprétation, zone de transition, et cetera pour le glucose, elle est un petit peu plus, on va dire, débattue. Disons que là, honnêtement, si vous avez un patient après 80 minutes à 100 minutes qui a une augmentation des gaz, en ayant ses antécédents, en ayant un peu identifié comment est son transit, est-ce que cette personne a une motilité ralentie, etc. Il y a voilà, on pourrait largement considérer un SIBO avec une augmentation des gaz à 100 minutes, hein, malgré qu'on soit dans la zone de transition, entre guillemets. Vous verrez globalement sur le glucose, souvent c'est soit le test est négatif, vous n'avez pas de gaz détecté, soit vous avez des gaz détectés et derrière il y a bien un SIBO. Le problème du lactulose, c'est comme je dis, comme il passe dans le côlon, il y aura de toute manière, tous les tests au lactulose, il y aura normalement une montée d'hydrogène ou une présence de méthane. Vous détecterez quelque chose à un moment donné parce que le substrat arrive dans le côlon. Le glucose, ben, c'est pas nécessairement le cas puisque le substrat est absorbé
dans l'intestin grêle et n'atteint pas nécessairement le côlon. J'insiste, mais bon, c'est important d'avoir cette notion-là. Donc là, on a un test négatif, pas d'augmentation d'hydrogène, pas de présence de méthane, donc quelqu'un qui n'a ni SIBO ni IMO. Il peut avoir un ISO hein, éventuellement, puisqu'on ne dose pas l'H2S, à voir avec les symptômes. Là, on a exemple d'un test positif au glucose. Donc on a une personne bon, en basal, l'hydrogène est bon, d'accord, aucune augmentation de l'hydrogène. Donc là, si je m'arrête là, je me dis, bon, bah ok, elle n'a pas de SIBO, soit, peut-être. Par contre, on a un test, là, on voit bien qui est positif au méthane. On a déjà en basal, vous voyez la personne, avant même d'avaler le substrat, elle a un méthane élevé. Elle a bien respecté les consignes, ça je peux vous le dire. Donc cette basal élevé, en fait, c'est souvent le reflet d'une pullulation de méthanogène au niveau du côlon. On a ce genre de profil très souvent chez les gens qui ont un IMO, une basale élevée, donc qui peut rester d'ailleurs élevée tout le long du test, ou alors on peut avoir des augmentations aussi de méthane. Là, chez cette personne, on voit qu'on démarre à 32, ensuite on passe à, vous voyez là, 64, on a même là 37, 65, donc on a même une augmentation du méthane chez cette personne. Donc quand on a une méthane élevée en basal qui reste élevée tout le long du test, il y a plus de chances que ça soit un IMO, voilà, plutôt un problème de méthanogène dans le côlon. Mais quand on a comme ça des augmentations de méthane également durant le test, surtout, vous voyez là, c'est assez rapide sur les premières mesures, on peut suspecter quand même, tiens, si ce méthane augmente sur la zone de l'intestin grêle, est-ce qu'il n'y aurait pas un SIBO qui est caché derrière, en fait? Et on peut se poser la question, puisque s'il y a beaucoup de méthanogène, hein, vous voyez, je vous ai mis le schéma ici, s'il y a beaucoup de méthanogène, en fait, ils vont capter tout l'hydrogène. Donc vous avez un test qui est complètement négatif à l'hydrogène, vous dites qu'il n'y a pas de SIBO, mais en fait, la personne, vous pouvez lui refaire un test quelques mois après le protocole, vous voyez que le méthane a complètement chuté, voire même c'est normalisé ou abaissé, vous voyez de l'hydrogène apparaître. Alors vous vous dites, tiens, ben mince, la personne avait un IMO avant, elle a chopé un SIBO. Non, c'est juste qu'elle avait un SIBO et un IMO, mais comme il y avait beaucoup de méthanogène, elles ont récupéré tout le méthane, et du coup, le SIBO était masqué. En fait, vous ne voyez que le produit final, vous voyez le méthane. Si tout l'hydrogène est capté pour faire du méthane, vous ne verrez le méthane, vous ne verrez pas l'hydrogène. Et quand vous allez réduire la population de méthanogène, l'hydrogène peut se remettre à réaugmenter. On a ça régulièrement, des personnes qui sont positives au méthane, et sur le test d'après, ben, il n'y a plus le méthane positif, ou alors un petit peu, et c'est l'hydrogène qui, on voit maintenant, qui augmente. Donc là, pour vous donner l'idée des symptômes de ce patient-là, il avait des ballonnements, un transit lent avec des sensations de blocage dans le côlon, une digestion lourde, une gastroparésie. Donc là, ça fait appel à cette idée que le méthane ralentit tout, donc mauvaise vidange gastrique, digestion lourde, voilà, sensation de blocage. Donc finalement, ces symptômes correspondaient aussi plutôt bien à la positivité du test. Donc là, ce patient est positif pour un IMO puisqu'il a une valeur de méthane supérieure, largement supérieure à 10 ppm. Et on a même une augmentation de méthane qu'on voit dans certaines zones. D'ailleurs, pour information, à un moment donné, il y avait un critère qui était utilisé, bon, qui a été un petit peu abandonné, qui s'appelait le méthane spot, c'est-à-dire que on donnait quand une personne, notamment pour le retest, quand une personne avait un méthane élevé en basal, en fait, le retest, on faisait que la première mesure, si vous voulez, parce que on considérait que le méthane spot, juste la première mesure, était assez fiable, justement pour le diagnostic de l'IMO et aussi pour le suivi. On n'avait pas forcément besoin de refaire toutes les valeurs. Bon, ça a été abandonné parce que c'est quand même intéressant d'avoir toutes les valeurs derrière, notamment pour la raison que je vous ai donnée, qu'il peut avoir un SIBO caché, et c'est intéressant de voir que le méthane diminue, mais que l'hydrogène réapparaît. Donc vous savez que le prochain protocole, vous devrez changer vos combinaisons pour plutôt prendre en charge l'excès d'hydrogène et le SIBO plutôt que l'IMO. Si vous avez détruit les archées méthanogènes et qu'il n'y a plus de méthane, ça ne sert à rien de redonner un protocole pour les méthanogènes. Vous axerez plutôt sur la diminution de l'hydrogène. Donc voilà, exemple d'un test glucose positif. Donc ensuite, on va passer sur un test au lactulose. Donc là, il est négatif. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, c'était une patiente qui avait des symptômes comme des maux de tête, de la fatigue, des brûlures d'estomac, sensation de trop-plein, beaucoup d'intolérances alimentaires, ce qu'elle décrivait comme des intolérances alimentaires, brouillard mental, langue chargée, ballonnement, gaz, douleurs articulaires. Voilà. Donc je vous dis déjà ce que la personne avait. Elle avait un problème d'intolérance à l'histamine,
Bon, ça parlera à certains, les maux de tête, les reflux, les douleurs, le brouillard mental, etc. Donc, elle avait une intolérance à l'histamine et également une candidose. Elle n'avait pas de SIBO, ni d'IMO. Donc, cette personne a fait un test au lactulose. Donc, on voit que la basale est bien, on n'a pas un méthane qui est élevé, la basale est à 7 ppm d'hydrogène, donc elle a bien suivi le régime. Et on voit que, en fait, il n'y a pas de franche augmentation de l'hydrogène, sauf à partir de 160 minutes ici, et voilà, vraiment un vrai pic à 180. Donc là, on est à 12 ppm, là, à 38. Donc chez cette personne-là, voilà, on avait un test respiratoire au lactulose négatif. Bien évidemment, vous l'analysez, voilà, avec tous les antécédents de la personne, avec toutes les informations, parce que, elle peut aussi avoir un transit orocécal extrêmement lent, du coup, peut-être que là, en fait, on est encore dans l'intestin grêle, dans des cas particuliers. Mais en tout cas, voilà, la patiente avait plutôt des plaintes de ballonnement un peu plus tardif, pas forcément hyper rapide après les repas, ou alors des gonflements rapides, mais c'était plutôt dû à des aliments qui contiennent l'histamine. En tout cas, voilà. Là, on a un test qu'on avait considéré comme négatif, du fait de cette augmentation plutôt tardive de l'hydrogène, voilà, des différents symptômes de la patiente. D'ailleurs, pour information, elle avait signalé avoir commencé à avoir des ballonnements et des gaz plutôt vers 140 minutes. Donc on voit voilà, un peu peut-être au moment où le substrat commençait à passer dans le côlon. En tout cas là, elle n'est pas positive sur le critère hydrogène, pas sur le positif au critère méthane, ni positif au critère hydrogène plus méthane combiné. Donc là, on a cette fois-ci un test positif au lactulose. Donc les symptômes de la patiente étaient donc des ballonnements, ventre gonflé, alternance diarrhée-constipation, diarrhée le matin et problème d'évacuation incomplète des selles le reste de la journée. Elle est, là, il n'y a pas trop, là, c'est des tests, on dirait qu'on aime bien. Elle est positive sur tout, hein. Tous les critères sont positifs. On voit que, voilà, dès 60 minutes, on a le critère hydrogène plus méthane combiné qui est positif. Elle n'est pas positive sur l'hydrogène, puisque si je fais 16 moins 1, ça fait 15. Donc, elle a une augmentation que de 15 ppm d'hydrogène à 60 minutes. Donc, vous voyez que là, elle ne répond pas à ce critère-là, augmentation de minimum 20 ppm. Par contre, si je prends en compte le critère méthane plus hydrogène combiné, là, elle est positive. On parle bien d'augmentation, donc vous retirez la valeur la plus haute à la valeur la plus faible. Donc là, si je fais 16 moins 1, ça fait 15, comme j'ai dit. Et là, pour le méthane, 10 moins 3, ça fait 7. 15 plus 7, 22. Donc il y a une augmentation à 60 minutes de 22 et pas 26, là, comme ils ont mis, parce qu'ils ont juste additionné, là. Mais c'est une augmentation de 22. Donc elle a une augmentation de 22 ppm, hydrogène plus méthane combiné. Donc là, déjà, 60 minutes, elle est positive pour un SIBO. OK. Ensuite, à 80 minutes, là, on a une augmentation de l'hydrogène qui est bien plus importante. Donc si je fais 27 moins 1, 26 ppm, on a une patiente là, il n'y a aucun doute, elle a un SIBO, hein, elle est positive sur ce critère-là. Imaginons que, elle était toujours là à 16, etc. J'ai envie de dire, heureusement qu'on avait ce critère hydrogène plus méthane combiné, ça permettait de ne pas passer à côté de son SIBO, du coup. Mais là, il n'y a pas de doute, puisque à 80 minutes également, elle a une bonne augmentation de l'hydrogène. Ensuite, par rapport au méthane, vous voyez que là, dès 60 minutes, on a déjà 10 ppm de méthane, donc elle est déjà positive à ce niveau-là, et on a même une augmentation, on a un pic là à 18 ppm. Donc on a une patiente qui est positive ici pour un SIBO et pour un IMO. Pour un SIBO parce qu'elle est positive sur les deux critères, mais bon, juste celui-là suffirait, donc sur le critère hydrogène et hydrogène plus méthane combiné, et elle est positive pour un IMO parce qu'elle a une valeur de méthane supérieure ou égale à 10 ppm. Donc là, vous voyez, en plus, c'est intéressant puisqu'on n'a pas tout le temps ça, mais là, on voit voilà, une belle augmentation assez rapide dans les zones vraiment qui correspondent à l'intestin grêle. Là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la zone de transition entre 90 et 120 minutes. Et hop, après 120 minutes, on a de nouveau un autre pic. Donc on a des fois ça, on a des fois le double pic, pas tout le temps, des fois ça augmente comme ça et ça continue à augmenter, mais des fois on a quand même la vision de ce double pic, c'est-à-dire du premier pic qui correspond en fait au SIBO, et ensuite, quand le substrat passe dans le côlon, probablement là, il est passé chez la patiente
après 120 minutes, on a de nouveau un autre pic d'hydrogène. Donc là, on peut penser que tout ce qu'on voit ici, en fait, c'est vraiment ce qui se passe dans le côlon de la patiente. Donc cette patiente, elle émet de l'hydrogène dans le côlon, c'est normal, le côlon, c'est un lieu de fermentation. Donc là, il n'y a rien de problématique. Par contre, elle a aussi du méthane, donc elle a probablement une population de méthanogène dans le côlon, et également dans l'intestin grêle. Vous voyez là, dès qu'on commence à augmenter l'hydrogène, on voit du méthane apparaître. Donc les méthanogènes, en fait, se sont mis dans les zones où il y a de l'hydrogène, ce qui est logique, il leur faut de l'hydrogène pour faire du méthane. Donc voilà, un test, vous n'aurez pas tout le temps des tests aussi simples et bien interprétés, mais là, il est très facile à interpréter et la conclusion est sans équivoque au vu de l'historique et des symptômes de la patiente également. Donc là, on est sur un test positif, comme je vous ai dit, SIBO-IMO. Voilà. On va passer sur quelque chose d'important aussi, c'est ce qu'on appelle la flatline. Alors, pour le glucose, comme je vous ai dit que c'est un sucre qui s'absorbe, que vous ne voyez pas à un moment donné d'augmentation de l'hydrogène et du méthane, ne vous inquiétez pas, c'est probablement que le substrat n'a jamais atteint le côlon. Et donc, vous ne verrez pas de fermentation colique. Par contre, votre lactulose, c'est un sucre qui n'est pas absorbé, il atteint le côlon. Donc, à un moment donné, à 120, à 140, à un moment donné, vous devez attendre la présence d'un gaz. Si ce n'est pas de l'hydrogène, c'est du méthane. Parce que si vous avez beaucoup de population d'archéméthanogène dans le côlon, et que ça prend tout l'hydrogène, il se peut que vous ayez un test positif uniquement à l'hydrogène, uniquement au méthane. Mais en tout cas, à un moment donné, a priori plutôt après 120 minutes, vous devez voir sur le test soit de l'hydrogène, soit du méthane. Vous devez voir quelque chose. Quand vous obtenez des tests comme ça, on appelle ça des flatlines, c'est-à-dire on n'a aucune augmentation d'hydrogène, méthane, ça reste bas, ça fait 2, 3 ppm, 1, 2, 3, voilà, ça fait tout le long. Aucune augmentation à aucun moment donné d'hydrogène, pas de présence de méthane. Là, voilà, il faut que vous posiez des questions. Si vous avez cette flatline sur le test lactulose, ça peut évoquer une configuration H2S, c'est-à-dire un ISO. Si à présence de symptômes évocateurs, attention, ne concluez pas parce que vous avez une flatline qu'il y a un ISO de manière catégorique. C'est faux, il y a d'autres raisons qui peuvent faire qu'on a une flatline. Voilà, tout simplement vérifier que la patiente n'a pas oublié d'avaler le substrat. Ça arrive, elle n'avale pas le substrat et après derrière, tiens, il n'y a pas de gaz, oui, vous avez oublié d'avaler le substrat. Donc ce n'est pas parce qu'il y a une flatline qu'il y a un ISO, et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de flatline qu'il n'y a pas d'ISO. Attention, vous pouvez avoir des gens qui cumulent cibohydrogène ISO, donc vous voyez juste l'hydrogène, vous êtes content, vite, c'est bon, elle a un cibo et vous arrêtez là. Non, peut-être qu'elle a aussi un ISO derrière. Donc attention dans les deux cas. Autre cause de flatline, si vous avez une personne avec une motilité intestinale très ralentie, imaginons qu'elle a une gastroparésie extrêmement sévère, vous pouvez aussi envisager peut-être que le substrat à 180 minutes, il n'a pas atteint le côlon. Ça peut arriver aussi. Vous avez des personnes, il y a des personnes qui ont une gastroparésie extrêmement sévère, des ralentissements de la motilité intestinale qui sont extrêmement sévères. Et là, ça peut être aussi une cause de flatline. C'est juste que le substrat n'a pas atteint le côlon. On peut avoir des fois des problèmes dans les échanges gazeux inefficients. Ça arrive aussi, ça on a montré dans les publications. Par exemple, en cas de Mickey, en fait, l'inflammation de la muqueuse intestinale, sur une maladie de Crohn, par exemple, surtout si elle est importante, elle peut perturber la diffusion des gaz, tels que l'hydrogène ou le méthane dans le sang. Et donc, on n'a pas une détection des gaz expirés, parce qu'ils sont mal transportés dans le sang, et donc, du coup, ils ne sont pas éliminés de manière importante au niveau du poumon. Donc, prenez en compte également, attention, sur des personnes qui ont des Mickey, qui ont surtout si la personne a une Mickey et qu'elle est en pleine poussée inflammatoire, c'est aussi pas le moment de faire le test respiratoire, clairement. Mais en tout cas, voilà, on sait qu'il y a des situations qui peuvent expliquer aussi des mauvais échanges de gaz. Un transit hyper accéléré aussi, des gens qui ont des motilités, des transits orocécales qui sont extrêmement rapides, ça peut provoquer un passage en fait tellement rapide du substrat qu'il fait que passer, et donc du coup, il n'y a pas le temps qu'il y ait une fermentation et production de gaz. Bon, ça, vous le savez normalement parce que voilà, typiquement la personne qui mange 45 minutes après, elle a tout dans les toilettes mal digéré, elle a tout ce qu'elle vient de manger, vous dites, il y a un problème d'hyperaccélération, là, c'est pas normal que je retrouve tout ça. Après, il y a des tests aussi qu'on peut faire avec ces données, avec certains colorants alimentaires ou d'autres que la personne prend, et si elle retrouve une heure après dans les selles le colorant alimentaire, ou même il y a des tests qui sont faits avec des graines de sésame, par exemple,
Vous allez manger des graines de sésame, vous ne les croquez pas, vous les laissez entières, elles vont ressortir telles quelles, et vous observez à partir de quel moment vous les voyez dans les selles. Si voilà, vous les voyez 3 heures après, les graines de sésame, vous dites bon, ben, normalement, ça doit prendre un petit peu plus de temps quand même. Voilà, donc là, on a un petit peu fini sur tous les tests respiratoires, donc c'était une grosse partie. On va parler un peu des cas particuliers, donc qui est l'ISO et l'IMO. Donc, le cas particulier, c'est parce que le test respiratoire est bien le test de référence pour mettre en évidence un SIBO ou un IMO, et un ISO, si on a les 3 gaz, le trio SMART réalisable. Voilà. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas d'IMO et d'ISO, d'autres analyses ont aussi montré leur pertinence, comme l'analyse du microbiote, la métagénomique, donc ARN16S, notamment, pour la détection en fait de l'ISO et de l'IMO. Vous verrez que avec l'analyse du microbiote des selles, qui est un reflet du côlon, hein, c'est pas un reflet de l'intestin grêle, attention, d'avoir toujours cette notion-là. Ce que vous voyez dans le microbiote fécal, c'est un reflet partiel du microbiote luminal, on va dire colique, mais c'est pas un reflet de ce qu'il y a dans l'intestin grêle, hein. Ça, c'est quand même important d'avoir cette idée-là. Mais je vais quand même vous expliquer pourquoi elle peut être intéressante dans le cadre de l'ISO et de l'IMO. Donc, dans le cadre de l'ISO, on sait que ça a été clairement montré par des publications, que l'abondance de certaines bactéries productrices d'H2S dans les selles est corrélée avec les niveaux d'H2S expirés, c'est-à-dire dans les tests respiratoires. En gros, quand on voit de l'hydrogène sulfureux dans les tests respiratoires, on arrive à trouver un profil dans l'analyse du microbiote. Et donc, dans cette étude-là, hein, très, très intéressante, qui est assez récente, je crois, de 2022, que je vous invite à lire. Dans l'étude, en fait, ils ont montré que les sujets, donc IBSD, c'est-à-dire syndrome de l'intestin irritable après une immense diarrhée, on détectait souvent chez eux une augmentation de l'hydrogène dans la laine, dans les gaz expirés, et que cette augmentation de l'H2S était en corrélation avec une prédominance en fait d'espèces comme Fusobacterium et Desulfovibrio dans les échantillons de sel. Donc c'est pour ça, en l'absence à l'heure actuelle de manière, on va dire, routinière, et c'est difficile de se procurer les tests TrioSmart comme ça et de les faire venir en France. On a un parti francophone, mais tant qu'on ne dose pas l'H2S d'un test respiratoire, l'analyse microbiote est quand même très intéressante pour suspecter un ISO. Et en cas de suspicion d'ISO, il faut vraiment que vous regardiez l'abondance de certaines bactéries productrices d'H2S, comme les Desulfovibrio, les Bilophila, Fusobacterium, sur l'analyse du microbiote ARN16S. Donc là, c'est un résultat d'analyse qui était fait chez le laboratoire LIMS, qui propose des analyses de microbiote. Donc du coup, là, c'était une patiente qui avait un ISO, hein, et donc du coup, là, on voyait chez elle qu'il y avait une présence de Desulfovibrio, hein, et de Bilophila en excès. Ce sont des bactéries majeures, hein, productrices d'H2S au niveau intestinal. Donc là, bien évidemment, quand vous avez ça, vous dites, OK, elle a un ISO, au vu de ses symptômes, etc. Je sais qu'elle a ces bactéries-là dans le grêle. Non, pardon, dans le côlon, bien que j'ai fait l'erreur. Elle a ces bactéries-là dans le côlon. Après, est-ce qu'elle a aussi des bactéries productrices d'H2S dans l'intestin grêle? Ça, c'est une question sur laquelle je ne peux pas répondre avec ce test-là. Mais j'ai envie de vous dire, qui en est dans l'intestin grêle ou dans le côlon, derrière, la prise en charge est la même. Il faut réduire les aliments soufrés, il faut donner certains probiotiques spécifiques, on doit réintégrer les FODMAP, au contraire, c'est pas là où il faut les diminuer, sinon ça aggrave ce genre de configuration. Voilà, on donne des antimicrobiens spécifiques également à ces bactéries H2S, donc si vous voulez que les bactéries soient dans l'intestin grêle ou dans le côlon, la prise en charge derrière reste la même. Après, vous avez une capacité aussi, en fonction des symptômes de la patiente, de savoir si vous êtes plutôt sur du SIBO-H2S ou plutôt sur de l'IBO-H2S, en fonction de ses symptômes, de la gravité, je dirais, de ses symptômes. Pour l'IMO, même étude, hein, on a mis en évidence que l'abondance de Methanobridibacter smithii, qui est donc l'archéméthanogène principal, c'est celle qui est vraiment responsable de la production de méthane. Alors, il y en a d'autres, hein, mais en tout cas, c'est la majoritaire. C'est elle qui est responsable à près de plus de 80% de la production de méthane chez l'humain. Et en tout cas, on a bien corrélé également la présence de cet archéméthanogène dans les selles avec la quantité de méthane excrétée. Et donc, dans cette étude-là, ce qui était très intéressant, c'était de voir que chez les patients qui étaient IBSC,
donc syndrome intestin irritable de type constipation, et avec un test respiratoire positif au méthane, 88% avaient des niveaux détectables de Methanobrevibacter smithii dans les selles. Donc 88%. Bon, ça veut dire qu'il y en a quand même 12% qui émettent quand même du méthane et on n'a pas trouvé de Methanobrevibacter en excès dans les selles. Peut-être que c'est parce qu'ils en ont juste en excès dans l'intestin grêle et que ben, on ne voit pas du coup en faisant l'analyse des selles, mais en tout cas, vous voyez quand même que voilà, ce chiffre, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'avec une analyse du microbiote, vous avez quand même une bonne fiabilité pour détecter un IMO chez quelqu'un. Donc en cas de suspicion d'IMO, regardez bien l'analyse du microbiote, hein. Il y a plusieurs laboratoires qui vous proposent ces analyses-là, mais c'est important aussi de sélectionner les laboratoires qui vous donnent aussi les archées. Des fois, on ne vous les donne pas systématiquement, pas tous les laboratoires vont les donner. Voilà, donc faites attention où vous faites l'analyse. En tout cas, voilà, c'est pareil, hein, c'est tiré du même laboratoire, le laboratoire LIMS en Belgique. Donc du coup, eux, ils mettent bien voilà, les Methanobrevibacter. Bon, après, ils n'ont pas précisé si c'est Smithii ou d'autres, mais ça, c'est pas le plus important, on va dire. En tout cas, voilà, donc là, vous avez l'analyse d'une patiente qui avait un test respiratoire positif au méthane, qui avait eu aussi une métagénomique de fait. Et donc, du coup, on retrouvait dans les selles un excès du coup, de Methanobrevibacter. Généralement aussi, quand on retrouve des Methanobrevibacter dans l'intestin grêle, on a l'impression qu'elles vont aussi s'installer dans le côlon. Autant des fois, on peut en avoir que dans le côlon et pas dans l'intestin grêle, mais quand elles s'installent dans l'intestin grêle associé à un SIBO, on a tendance aussi à en retrouver également dans le côlon. C'est ce qui semble être quand même remonté, généralement. Voilà, donc là, vous avez compris que l'analyse du microbiote peut être intéressante dans le cadre de l'ISO et de l'IMO, pas vraiment dans le cadre du SIBO, puisqu'on a difficilement un profil vraiment qui permettrait de mettre en évidence en fait un SIBO grâce à l'analyse du microbiote. On a des fois des microbiotes très perturbés, des fois pas si perturbés que ça, et j'ai envie de dire que la présence de telle ou telle bactérie dans le microbiote colique dépend aussi de on va dire, depuis combien de temps la personne a un SIBO. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est quand la personne a un SIBO, elle se met à retirer les fibres d'alimentation, elle a un régime faible en FODMAP, et le truc, c'est que quand la personne reste avec son SIBO pendant des années et qu'elle fait des régimes restrictifs pendant des années, on commence à avoir des microbiotes qui s'appauvrissent, qui s'enrichissent en bactéries hydrogène sulfureux des fois. J'ai presque envie de dire que ce qu'on retrouve le plus souvent dans les selles de quelqu'un qui a un SIBO hydrogène, c'est en fait des bactéries H2S, hein. Surtout quand la personne a suivi un régime faible en FODMAP pendant très longtemps, on sait que ça favorise l'augmentation de ce genre de bactéries-là. Une alimentation très carnée, très riche en produits animaux et faible en fibres, en éléments végétaux, ça favorise l'augmentation des bactéries productrices d'hydrogène sulfureux. Donc on va finir par parler de 2 tests qui ne sont pas des tests qui mettent en évidence le SIBO directement, mais en tout cas intéressants à faire. Donc là, il s'agit du dosage des anticorps antivinculines. Donc il y a un test qui s'appelle l'IBS Smart qui existe aujourd'hui. Donc ça ne remplace pas du tout le test respiratoire. Donc qu'est-ce que dose cet IBS Smart? Alors il dose les anticorps anti-CDTB et les anticorps antivinculines. Après, c'est surtout les antivinculines qui sont intéressants dans ce test-là. Vous vous rappelez, quand on a une intoxication alimentaire, en fait, il y a des toxines CDTB, il y a un risque en fait de développement d'anticorps antivinculines qui vont venir derrière altérer le CMM. Ça, on l'a présenté lors de la première vidéo. Donc en fait, là, ce test-là, IBS Smart, actuellement, il est réalisable en Suisse. Il faut se déplacer directement en Suisse, c'est un test qui coûte cher. Et par correspondance, des fois via certains labos anglais, mais voilà, il sera bientôt disponible sur le marché français, hein. Il faut savoir, ça arrive là, normalement pour 2025, hein. Il y a un laboratoire belge notamment qui travaille dessus pour proposer le dosage des anticorps antivinculines. Donc en fait, quand vous faites ce test-là, ce qui est intéressant, c'est ce qui est marqué ici, hein, c'est la conclusion, c'est que si vous avez des anticorps antivinculines, l'anticorps antivinculine signe une réponse auto-immune. Ce n'est pas une maladie auto-immune, hein, c'est une réponse auto-immune. Donc ne dites pas que j'ai une maladie auto-immune sur les anticorps antivinculines, c'est une réponse auto-immune. C'est un type d'auto-immunité non conventionnelle. Et donc cette réponse auto-immune suggère un risque d'altération accrue du microbiome et de rechute ou de chronicité, en gros, du SIBO. D'accord?
Donc la présence d'anticorps antivinculines n'est pas un diagnostic de SIBO, mais renforce la probabilité qu'il y en ait un. Donc si vous faites à l'inverse, vous avez quelqu'un qui a fait ce test-là, il a des antivinculines positifs, qu'il a des troubles digestifs, faites-lui le test respiratoire derrière, il y a grande chose qu'il y ait un SIBO. Et lorsque vous avez un patient qui a un SIBO, vous avez fait le test respiratoire d'abord, que vous lui faites doser ensuite des antivinculines et qu'il a des antivinculines positifs, il est à haut risque de rechute, puisque son CMM est probablement fortement altéré par la présence de ces anticorps. Et donc, du coup, vous savez que chez ce patient-là, il aura nécessité absolue d'utiliser des prokinétiques et probablement sur le long terme d'ailleurs. Donc, c'est ça que nous apporte ce test-là. Il ne faut pas le faire en plus chez n'importe qui. Quelqu'un qui a développé un SIBO suite à une opération, une résection de l'intestin grêle, une opération de digestive, lui donnez pas les anticorps antivinculines. Mais quelqu'un qui a beaucoup voyagé à l'étranger, qui suspecte d'avoir chopé des touristas, des intoxications alimentaires, ou même qui en est sûr, hein, d'ailleurs, il y a des gens qui sont sûrs, ils ont mangé, ils ont chopé plusieurs fois, ils savaient que c'était une intoxication alimentaire. Des fois, certains ne savent pas trop, ils ont eu comme ça un épisode de diarrhée à un moment donné, ils ne savaient pas trop pourquoi. En tout cas, voilà, donnez-le que chez les gens chez qui vous suspectez des épisodes d'intoxication alimentaire, de touristas, ça ne sert à rien de le donner à n'importe qui, hein, à tous les gens qui ont des SIBO. Hein. Donc, ce test-là est vraiment utile quand vous suspectez un SIBO post-infectieux. Alors, il y a des données qui nous manquent à l'heure actuelle, hein, c'est de la cinétique de disparition des anticorps antivinculines. Finalement, quand ils sont positifs, combien de temps ils disparaissent? Quelques mois, années, on ne sait pas. Et après, quand il y a une disparition de ces anticorps antivinculines qui ont altéré le CMM, est-ce que le CMM peut retrouver un fonctionnement normal ou l'altération peut être plus ou moins définitive? Donc, il y a des gens, on sait que malheureusement, sont un peu dans la chronicité de leur SIBO parce qu'ils ont eu un CMM tellement altéré que, en fait, soit dès qu'ils arrêtent les prokinétiques, ils rechutent, même des années après, soit des fois même les prokinétiques ne sont pas assez puissants pour éviter la rechute. Bon, c'est des cas dans lesquels ça arrive, mais généralement, avec des prokinétiques, des fois mis à très long terme, ces gens-là qui ont une altération du CMM à cause de la présence d'anticorps antivinculines arrivent à garder le SIBO sous contrôle, à condition de continuer les prokinétiques. Autre test intéressant, c'est le mou, pardon, je suis un peu passé trop loin, c'est le mou fongique. Ou le EMI, ça dépend du laboratoire, hein. Mou fongi, dans certains laboratoires, ça s'appelle mou. EMI, mycose intestinale, c'est le nom qui est donné chez le laboratoire LIMS notamment. Et ça correspond en fait au même test. C'est la mesure de métabolites en fait urinaires. Et dans ce cas-là, dans le mou ou le EMI, de métabolites fongiques. Et on va doser notamment le D-arabinitol et faire le ratio D-arabinitol. Donc c'est ça vraiment qui est, voilà, si on regarde la littérature, seul le D-arabinitol, le DL-arabinitol, je vous ai mis toutes les publications parce qu'il y en a. Il faut arrêter de dire que c'est pas fiable ou quoi que ce soit. Il y a des publications qui ont clairement montré que c'est un marqueur intéressant, hein, le D-arabinitol. Et en tout cas, c'est vraiment ces métabolites-là qui sont reliés à la présence excessive de candidats. Le tartarate ou l'arabinose ne sont pas des métabolites produits par le candidat ou d'autres espèces fongiques. Étude à l'appui. On ne peut pas se baser sur ça pour dire qu'il y a une candidose. Il faut vraiment regarder ces marqueurs-là. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que voilà, vous avez des études ici qui montrent en fait qu'on retrouve le SIFO, donc la population fongique de l'intestin grêle, régulièrement chez les gens qui ont des troubles digestifs et particulièrement en association à ceux qui ont un SIBO. Là encore, des fois on dit c'est pas possible d'avoir un problème bactérien, un problème fongique. Ben si, hein, pour preuve. Au contraire, c'est bien plus fréquent qu'on ne le pense. C'est possible d'avoir un SIBO associé à un SIFO. Voilà. Donc le SIFO, c'est une population fongique de l'intestin grêle. On parle aussi de l'IFO quand c'est la zone colique, pour large intestine. Voilà, bon, ça c'est des termes qui sont intéressants à connaître. D'ailleurs, quand on dit candidose, quand on dit quelqu'un a une candidose, on n'a d'ailleurs pas la notion de la localisation. Hein. Il peut avoir un SIFO, un LIFO ou les deux. D'ailleurs, le candida, notamment le candida albicans, ça peut proliférer de la bouche à l'anus. Il existe aussi des candidoses buccales. Donc quand on dit candidose, ça veut dire il y a trop de candidats. Après, où il est, ça on ne sait pas. Là, ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'est qu'ils ont regardé, ils ont regardé chez les patients qui avaient des troubles intestinaux d'origine inconnue. Et donc, vous prenez des patients qui ont des troubles intestinaux, vous ne trouvez pas d'origine, vous faites une analyse une aspiration du contenu jéjunal, vous mettez en culture, vous regardez un peu qu'est-ce qu'il y a,
et 63% avaient un SIBO et ou un SIFO. Donc ça, c'est énorme. Donc en fait, il y en a plus d'une personne sur deux là, dans cette étude. Il y a d'autres études aussi qui ont donné des chiffres similaires. Donc plus d'une personne sur deux, en gros, qui a des troubles digestifs, qui aurait soit un SIBO, soit un SIFO, soit une association des deux. Et donc justement, parmi ces 63% de personnes qui ont du coup un problème au niveau de l'intestin grêle, une dysbiose soit fongique, soit bactérienne, vous avez 40% qui avaient un SIBO seul, 26% qui avaient un SIFO seul et 34% qui avaient un SIBO associé à un SIFO. Donc c'est pour vous dire que voilà, on retrouve régulièrement associé également au SIBO en fait un SIFO, hein. C'est pas rien le chiffre, 34% des gens qui avaient les 2 quoi, parmi ce panel de personnes qui avaient une dysbiose dans l'intestin grêle. Alors, on va finir par les points clés. Donc les points clés, c'est que, le diagnostic du SIBO ou de l'IMO est posé grâce à l'analyse des gaz expirés. Le test peut être réalisé donc en CHU ou en laboratoire ou même à domicile, hein. Vous avez des différents laboratoires qui vous proposent des tests à domicile et puis d'autres qui sont en train de les développer d'ailleurs. Le choix du substrat, donc glucose ou lactulose est primordial en fonction de la problématique suspectée, hein. Est-ce que je suspecte un SIBO, un IMO, un ISO? Donc voilà, il y a différents critères qui peuvent conditionner le choix du substrat. Les critères diagnostiques diffèrent en fonction du substrat utilisé également, sachez-le, on l'a vu. La préparation en test respiratoire doit être stricte et certains examens médicaments doivent être évités avant, jusqu'à même un mois avant le test. Un régime préparatoire strict doit être réalisé également, de 24 à 72 heures, et on doit réaliser une aseptisation buccale avec un produit adapté avant le test. Ça aussi, c'est important. Alors, petite notion, puisque là, je vous ai parlé de premiers tests et je n'ai pas parlé des retests, je vais l'intégrer ici, c'est que lors d'un retest, donc vous n'attendez pas un mois si la personne a eu un antibiotique pour le SIBO ou des antimicrobiens, c'est conseillé de faire le retest entre 5 et 10 jours après la fin du protocole antimicrobien ou antibiotique. Et on dit plutôt entre 7 et 10 jours de préférence. Mais on a la fourchette 5 à 10 jours, 2 semaines grand maximum. Trop tôt, c'est pas bon. Vous risquez d'avoir un test un peu un faux négatif parce que vous avez les bactéries qui vont bosser, puis vous allez avoir une sorte de stabilisation. Si vous voulez, on veut doser au bon moment. Donc pas trop tôt, mais pas trop tard non plus. Si vous dosez 2 mois après et que la personne a rechuté, vous ne serez pas capable d'analyser si le protocole a fonctionné. Parce que le protocole peut fonctionner, vous avez un test respiratoire négatif et la personne peut rechuter, c'est une chose. Mais si vous dosez trop tardivement et qu'elle a rechuté, vous serez incapable voilà, d'analyser le retest pour dire mon protocole avait fonctionné. Non, donc, vous faites juste un retest quand la personne a rechuté. Donc important que le retest soit réalisé entre 5 et 10 jours post fin du protocole, que ce soit antimicrobien naturel ou antibiotique par exemple, et plutôt entre 7 et 10 jours de préférence. Voilà, c'est un point quand même que je veux dire ici qui est important. L'ISO n'est pas diagnostiqué en Europe à la date, là, à l'heure actuelle, hein, la date de tournage de la vidéo. Il n'y a pas encore de laboratoire qui propose le dosage de l'H2S, du moins accessible voilà, pour la partie francophone. Donc l'ISO est suspecté par la présence de symptômes évocateurs, ça c'est la première chose, c'est important, et par la présence éventuellement d'une flatline au test de lactulose, je dis bien éventuellement. La présence de bactéries productrices d'hydrogène sulfureux, dans l'analyse microbiote est voilà, quand même fortement évocatrice de l'ISO. Et également, bon ça je ne suis pas trop rentré dans les détails, mais si vous trouvez dans les mous ou les DMI, quand vous faites les métabolites bactériens, si vous trouvez beaucoup de métabolites dits de putréfaction, comme l'indiquant, le paracrésol, les phénols, etc., ça peut évoquer aussi en fait, ces bactéries de putréfaction. Il y en a beaucoup qui sont des bactéries qui produisent également l'hydrogène sulfureux. Donc un mou ou un DMI peut aussi vous aider à vous orienter vers cette configuration-là. Mais à choisir, une analyse microbiote sera quand même beaucoup mieux pour la mise en évidence d'un ISO. Et donc la différenciation entre SIBO et LIBO-H2S est parfois possible via les symptômes et l'état du patient. Est-ce qu'il a plutôt des diarrhées urgentes? Est-ce qu'il est plutôt constipé? Voilà, quels sont ses symptômes également extra-digestifs, etc. Des fois, vous pouvez quand même suspecter, il y a les symptômes, s'il s'agit plutôt d'un SIBO-H2S ou d'un LIBO-H2S.
Rappelez-vous également que le SIFO, donc la population fongique de l'intestin grêle, est très fréquente chez les patients avec un SIBO. Voilà. Donc, voilà, me permet de repartager également la date donc sur cette slide des différents événements qui vont être organisés donc dès janvier 2025, donc rapidement. Donc des journées formation et des soirées table ronde. Et donc Cédric, tu voulais qu'on finisse peut-être par un petit mot sur la présentation voilà, rapide de la gamme et de ce qui a été développé hein, depuis ça fait Oui, 1 an et demi qu'on travaille dessus. justement, hein, donc pour ceux qui ne le savent pas, tu as participé activement, avec l'équipe scientifique justement sur cette gamme qui va sortir et est-ce que tu peux, déjà nous en toucher un mot sur, sur ces produits? On en parlera évidemment bien plus pendant les soirées et les journées de formation, hein, pour savoir comment les utiliser pratiquement, mais qu'est-ce que tu peux déjà nous dire là-dessus? Alors déjà dire que, ben, cette gamme, elle a été conçue en fait, surtout pour pallier en fait un réel déficit qui était le Mmh manque mh. de produits facilement, accessibles et efficaces. Puisque, ben, beaucoup de produits, à l'heure actuelle, notamment pour les patients qui ont des SIBO, IMO et compagnie, il faut les commander, voilà, à l'étranger, sur le marché américain. Donc, on a des fois déjà un problème d'accessibilité, aux produits. Mmh. Heu, Également, on il y a aussi le fait que finalement, cette gamme en fait, elle a été, conçue et développée vraiment pour répondre c'est-à-dire aux besoins pratiques, aux besoins des patients et des différents praticiens du domaine. C'est-à-dire que comme vous avez vu, on a différentes configurations. On a, l'IMO, on a le SIBO, et on a l'ISO. Et donc du coup, la prise en charge déjà au niveau nutritionnel est déjà un petit peu différente, voire complètement inverse, par exemple pour l'ISO et également la prise en charge, finalement, ben, le protocole en lui-même, notamment les antimicrobiens qui sont utilisés, éventuellement les probiotiques, sont complètement différents. Donc déjà, on Mmh. ne peut pas proposer, en fait, dans ce genre de problématique, un produit tout fait, qui serait magique, qui répondrait, qui serait efficace sur ces différentes configurations. Donc c'est pour ça que, ben, on veut essayer de former les gens à comprendre et à identifier les différentes configurations pour utiliser les produits dont on a développé, en fait, pour ces problématiques-là. On a développé donc toujours des antimicrobiens spécifiques et même des probiotiques spécifiques pour le SIBO, pour l'IMO, pour l'ISO. Donc on a notamment utilisé des souches qui n'étaient pas voilà, forcément encore commercialisées, donc qui sont connues dans le monde du SIBO. On a certaines souches de bactéries, notamment de probiotiques, qui sont très efficaces pour agir sur les bactéries d'hydrogène sulfureux. Donc du coup, on a fait, voilà, on a fait des associations de probiotiques qui vraiment vont permettre de diminuer ces bactéries-là. Donc, ce sont des probiotiques dont on a voilà, des bons retours en pratique d'une manière générale, mais aussi on a voilà, beaucoup d'arguments scientifiques, des publications qui montrent vraiment qu'il y a un effet, par exemple, sur telle ou telle bactérie. Donc, on a vraiment formulé voilà, des choses spécifiques pour chaque configuration. C'est ça qui est très important et c'est ça qui fait finalement l'intérêt vraiment de cette gamme, c'est de personnaliser au mieux ce qu'on va pouvoir utiliser pour le patient. On a également amené une gamme de prokinétiques, justement, naturelles, où on a fait vraiment des choses très complètes. Donc, on a des formules gélules, on a également des formules liquides. Donc ça permet de répondre aux différents besoins et on a vraiment mis des associations de différentes molécules qui permettent de stimuler le complexe moteur migrant, voire même d'aider sur les dommages qui ont pu être faits au niveau des cellules interstitielles de Cajal. Donc on a vraiment formulé des choses qui voilà, complètes et le plus efficaces possible. On a également, voilà, depuis pas longtemps, on propose également la gomme de guar hydrolysée qui est finalement un des seuls prébiotiques, qui a vraiment été validé pour le SIBO et pour l'IMO, dans différentes études qui montrent une amélioration de l'efficacité, par exemple de certains antibiotiques lorsqu'on donne, la gomme de guar hydrolysée. Elle aide à régulariser le transit, hein, elle ne va pas forcément mettre en diarrhée non plus, mais elle aide à régulariser le transit. Elle est efficace pour réduire les méthanogènes. Donc on a d'ailleurs, Cédric fait une belle vidéo ensemble sur la gomme de guar hydrolysée pour ceux qui voudraient en prendre plus. Et voilà, si tu dois résumer en un mot cette gamme, c'est qu'on a essayé de faire
voilà, une dizaine de, enfin, on a plus une dizaine de produits qui vont vraiment Mmh. permettre aux praticiens et aux patients d'être au plus proche de sa problématique et donc avec une meilleure efficacité. Et vraiment, tous les produits dont on a besoin pour prendre en charge c'est les problèmes intestinaux d'une manière large et globale. Donc oui, effectivement, on a fait quand même quelques vidéos et vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube Nutrilogix. Également, si vous allez recevoir de toute façon dans votre boîte mail les différentes informations pour les journées et pour les soirées. Si par hasard vous ne les recevez pas, vous voyez là dans le bas, j'ai mis mon adresse mail ou bon, tout est un peu collé, mais cédric.lapeau@nutrilogix.com ou alors sur info@nutrilogix.com. On vous enverra on vous enverra le calendrier, les liens pour les inscriptions et toutes les informations utiles à tout ça. Merci beaucoup Christian pour toutes ces explications et alors on se retrouve, dans le plat pays, à Wavre pour la première fois en ce qui nous concerne. On se revoit le 18 janvier. Allez, salut Cédric. Passez une belle journée, au revoir à tous et à toutes et à bientôt!